Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre reçoit Olivier Kéraval, scénariste de bande dessinée, entre autres, pour nous présenter une de ses bandes dessinées qui s'appelle La Gégado et qui est éditée chez Locus Solus. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Donc la Gégado, sous-titrée Tueuse à l'arsenic, que je n'ai pas dit, en coécrit avec Luc Monneret. Ouais, alors pas coécrit, c'est le. Enfin, c'est le dessinateur. Voilà, c'est le dessinateur, l'illustrateur. Tout Co-auteur, excusez-moi. Non, co-auteur, oui. Avec le. Alors, la Gégado, de son nom Hélène Gégado. Ouais. Alors, dites-moi un petit peu comment vous avez rencontré ce personnage un petit peu. Extraordinaire. Hors du commun. Hors du commun. Comment je l'ai croisé la première fois ? J'ai un peu l'impression de... Moi, je suis donc d'origine bretonne, finistérienne. Alors, la Gégado est née dans le Morbihan, donc rien à voir avec le Finistère, mais j'ai un peu l'impression d'en avoir entendu parler très régulièrement tout au long de ma vie, présentée un peu comme une mère fouettard, comme une espèce de personnage comme ça qui pourrait venir punir les enfants. Si t'es pas sage, la Gégado va venir... C'est quelque chose je pense que j'ai croisé dans ma jeunesse. Et puis, un peu par hasard, il y a quelques années, je suis retombé sur un texte qui parlait de son œuvre macabre, pour le coup. Et ça a été une sorte de curiosité au départ, comme souvent quand j'attaque un sujet, de curiosité. Et puis j'ai commencé à gratter et à découvrir que cette personne avait réellement existé, que c'était un personnage historique et surtout que toutes les archives, à la fois du procès, de toute l'enquête criminelle, étaient conservées aux archives départementales à Rennes. Moi j'ai une formation en histoire au départ et j'aime plonger aussi dans les archives, je me nourris de ça et donc je suis allé voir aux archives, puis là j'ai découvert une matière forte, surprenante, une grande richesse documentaire, donc j'ai voulu l'exploiter. Et ça a donné cette bande dessinée. Ça a donné cette bande dessinée, et je précise tout de suite que effectivement la Gégado, c'est une porte d'entrée. La Gégado est une porte d'entrée dans une période historique. Moi je traite... Il y a une globalité dedans, c'est une forme de reconstitution historique. Je ne me contente pas de mettre en avant une affaire criminelle, c'est vraiment... On pénètre dans une période historique en essayant de comprendre la mécanique. Alors effectivement, la criminalité du personnage, puisqu'elle tue, elle est tueuse, elle assassine. Et par contre, il y a aussi il y a tout le contexte de l'enquête, d'une espèce de reconstitution historique, l'enquête, le procès évidemment, son avocat. Donc il y a plein de personnages, plein de choses, voilà. C'est vrai que votre bande dessinée, elle est constituée de 3 parties, je dirais. Une première où vous centrez sur Hélène Gégado. Sa vie, ce qui a pu éventuellement l'amener à devenir ce qu'elle est ou ce qu'elle était. Une deuxième partie où là, comme vous dites, on est plus sur un contexte historique par le biais de son avocat. Ouais. Et puis une troisième avec ce que l'éditeur appelle un cahier documentaire. Tout à fait. Où là, effectivement, il y a des pièces d'archives complètement. qui complètent toute l'histoire, quoi. Ouais. Pas, Alors, ce cahier documentaire, il est apparu parce qu'il y a eu l'expo aux archives départementales qui ont fait un super travail. J'invite tous les auditeurs à aller voir. Ils font très régulièrement. Alors, pas cette année, elle a dû être annulée, on sait pourquoi. Mais ils font des cycles bande dessinée histoire qui sont très bien faits. Et la BD est un moyen extraordinaire pour vulgariser des choses complexes, historiques. C'est une matière... franchement, moi, c'est pour ça que j'aime la bande dessinée. J'aime parler de l'histoire avec un grand H dans la bande dessinée pour permettre de pénétrer dans des faits historiques qui sont souvent complexes, méconnus, ignorés. Et voilà. Et ces expositions-là permettent justement de sortir, de divulguer des archives remarquables. Qui ont été présentés dans l'expo et effectivement qui apparaissent à la fin de la bande dessinée sous forme de cahier documentaire. Et la bande dessinée elle-même est un support qui permet, je dirais, de toucher un public des fois plus jeune,
qui pourrait être rebuté par une somme, un livre qui serait une somme universitaire. Ouais. Là, il y a effectivement ce contexte. Il y a aussi l'apport du dessin. Complètement. C'est vrai que, alors, je ne sais, vous parliez des archives, donc pour les personnages, vous avez, le dessinateur s'est appuyé sur les archives pour en faire pour les dessiner. Oui, pour certains personnages, mais pas pour la Gégado, par exemple. Lui s'est écarté en sachant que la Gégado, on conserve quand même le moulage de sa tête, oui. Au musée de Bretagne à Rennes. Alors je ne sais pas si elle est présentée au public habituellement, je ne crois pas, mais qui a été présentée par contre dans l'exposition en fin 2019 aux archives. Alors lui a voulu s'en écarter pour en faire C'était devenu son personnage. Il voulait pas être complètement fidèle et figé. Il a complètement... il est beaucoup plus horrible dans la bande dessinée que dans... C'est ce que j'allais dire, il l'a pas arrangé quand même. Non, il l'a pas arrangé. Il en a fait vraiment, je crois... Un monstre. Un monstre, ouais. Elle est horrible. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas... Elle n'est pas présentée comme ça chez Jean Telet, par exemple, où il en fait... parce que Jean Telet a traité le sujet dans Fleur de tonnerre, d'une manière à la Jean Telet, je serais tenté de dire, avec beaucoup de liberté par rapport à l'histoire, et plus axé vraiment sur la Gégado, quand moi je m'en écarte un peu de temps en temps. Et elle était très jolie étant jeune, selon Jean Telet, ce qui n'est pas le cas dans la bande dessinée, la nôtre. Elle est assez laide tout le temps, je crois. Alors, elle est assez laide tout le temps, et parfois c'est vraiment l'acmé de la laideur. Hein. Je crois qu'il a voulu. Alors, elle est chauve, il a dessiné alors chauve. Ça, elle est chauve à la fin de sa vie, ça c'est vrai. Elle était atteinte d'un cancer. Elle allait mourir, elle a été condamnée. Elle avait un cancer du sein, elle savait qu'elle était condamnée. Les médecins l'ont découvert après, au moment de l'autopsie. À l'autopsie, oui. À l'autopsie, qu'elle était complètement métastasée de partout. Voilà, la pauvre dame. Bon, elle a eu la tête coupée, donc au final, ça ne change pas grand-chose, mais probablement qu'elle était chauve. C'est pour ça qu'il a choisi de la faire chauve. D'accord, donc, mais alors, les traits du visage, le regard, les sourcils un peu broussailleux, une bouche de vampire, là, enfin, elle est horrible. Elle fait peur. Mais l'idée, c'est ça, c'est la Gégado. Il s'agissait pas de... Alors le mal peut être incarné par une figure angélique, on est bien d'accord, mais là il a pris le parti vraiment de grossir ses traits de laideur, parce qu'elle incarne quand même le meurtre. C'est saisissant, hein. On peut parler de sa carrière criminelle, elle est énorme, gigantesque. Encore aujourd'hui, on a du mal à chiffrer précisément le nombre de morts. Estimé, moi j'estime très réellement autour d'une trentaine minimum, et certains chiffres montent jusqu'à 90. Bon, voilà. Ah oui, quand même. Oui, parce que dans les archives, il parlait d'une trentaine. Oui, d'une trentaine, mais on la perd de vue historiquement à un moment donné. Il y a toute une période où on ne sait pas où elle est, on ne sait pas. Il y a eu des liens qui n'ont pas encore été faits, quoi. Et qui ne sont probablement jamais faits. Remonter dans les archives, tout éplucher, est un travail extrêmement dense, fastidieux. Il faut avoir un but. Alors, il faudrait une thèse, un étudiant à un moment donné qui s'empare du sujet, qui fasse vraiment une thèse sur Hélène Gégado, qui a épuisé dans toutes les ressources existantes pour déterminer le nombre réel de victimes. Mais il faudrait en fait retracer son parcours. Oui, mais et à chaque fois, partout où elle passait, finalement, il y avait des morts. Mais ça, voilà. Partout où vous passez, ce que lui dit très rapidement le juge d'instruction, partout où vous passez, vous semez la mort, quand même. Il faut savoir qu'Hélène Gégado, il était compliqué et impossible de montrer tous les meurtres, de parler de tous les meurtres, mais au château de Soie, qui est à côté de Lorient où elle a travaillé, où elle est cuisinière, elle arrive dans la maison, qui est plutôt une demeure de Plaisance, une seigneurie de Plaisance, en plein 19e, et elle arrive, il y a 8 habitants, elle repart, il n'y en a plus qu'un. Encore, il n'est pas en pleine forme. Donc, parce qu'il y a ça aussi, elle tue. Alors ceux qu'elle ne tue pas, elle empoisonne. Hélène Gégado, elle était cuisinière, donc elle mettait de l'arsenic dans sa soupe, la fameuse soupe d'Hélène Gégado. Et il était très simple pour elle de tuer, évidemment. Elle avait accès. En plus, il est indétectable. Enfin, l'arsenic. Inodore, incolore. Par contre, provoque des douleurs atroces jusqu'à l'hémorragie interne. Puis peut-être préciser aussi des symptômes, des bleus qui apparaissent sur la peau, des nausées qui sont très proches du choléra. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très régulièrement le choléra, et précisément à l'époque où elle a sévi, au mi-temps du 19e, il y a eu une grande phase d'épidémique de choléra.
Donc Et c'est vrai que c'était assez simple pour les médecins qui constataient... Beaucoup de médecins sont passés à côté des symptômes d'empoisonnement. Il y a eu beaucoup de doutes. Il faut savoir qu'à son procès, il y a eu 17 médecins à se succéder, à qui la Cour de justice de Rennes, parce qu'elle a été jugée à Rennes, ont posé la question. Vous n'aviez pas de doute sur l'empoisonnement? Certains ont dit si, mais jamais complètement avéré. Et il faut savoir qu'à l'époque, autopsier un corps était très compliqué. Les familles refusaient. Le catholicisme, enfin voilà, tout le monde est catholique à l'époque. Découper un corps, imaginez bien ce que ça pouvait représenter à l'époque pour une famille d'imaginer que leur perte, enfin leur être cher qui vient de mourir va être découpé par je ne sais qui. Voilà, donc il y a tout un contexte aussi qui a favorisé sa carrière criminelle. C'est aussi ça que je développe beaucoup moi dans mon histoire, c'est-à-dire qu'il y a toute une mécanique qui lui a permis d'avoir une carrière criminelle, puisque là, c'est une quasi-carrière, vu le nombre de temps qu'elle a et de personnes qu'elle a tuées. Bon, heureusement, entre guillemets, elle est morte, elle n'avait pas 50 ans. Donc, si elle était décédée plus tard, on imagine que ça aurait aussi grossi le nombre de ses victimes. Ouais. Donc il était temps que la maladie fasse son œuvre. Oui, alors il y a sur la fin de sa carrière, enfin je vais arrêter de parler de carrière parce que c'est pas le bon mot, mais de son parcours criminel plutôt, elle se fait arrêter chez Maître Bidard à Rennes, qui est un avocat à la cour, magistrat à la cour à Rennes. Voilà, elle se fait arrêter, vraiment ce que je montre dans la bande dessinée, la main dans le pot d'arsenic, c'est le cas de le dire. Donc on peut imaginer, alors il y a toujours cette mécanique du tueur en série qu'on connaît bien, où finalement il en a marre lui-même, il attend qu'on l'arrête. Donc c'est un paradoxe pour elle de se retrouver, enfin elle se fait arrêter chez un magistrat. Il y avait des doutes sur elle depuis un moment à Rennes. Elle avait changé plusieurs fois d'emploi, travaillé dans un hôtel, l'hôtel du bout du monde en haut de la place Saint-Michel. Là aussi, elle a tué. Il y avait des doutes. Les médecins commençaient à se demander. Ils ont fini par recouper tout ça, puis s'apercevoir qu'effectivement... Et c'est là où ils ont découvert, en fait, c'était que le début de l'enquête, tout ça. Au moment où elle se fait arrêter, ils ignorent totalement sa carrière criminelle. Il y a eu une très grosse enquête où, effectivement, là, tout le monde a dit, quand ça s'est su, la Gégado était arrêtée à Rennes. Ah bah oui, elle a travaillé là. Ah oui, il y a eu 7 morts là, 3 ici, 2 là. Voilà, des liens ont commencé à se faire, en fait. Tout à fait, ouais, complètement. Et au procès, toute l'enquête a révélé l'ampleur du drame, en fait, qu'elle a provoqué. Bon, alors moi, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, j'imagine qu'elle se déplaçait, elle tuait par terre. En fait, j'ai compris qu'elle, dès qu'il y avait des frustrations, des contrariétés, dès qu'elle était en opposition avec une autre employée de maison, par exemple, elle la supprimait. Dès qu'elle était ivrogne, elle était malpolie, elle était vulgaire, elle est décrite comme ça, vraiment historiquement. Et dès qu'elle se faisait virer, dès qu'elle sentait qu'elle était en danger, elle tuait. Elle supprimait toute adversité. Dès qu'elle était contrariée, en fait. Complètement. Ouais. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que il n'y avait pas un profil de ces victimes, quoi. Elle tuait aussi bien de l'enfant, comme une jeune femme, comme un vieillard. Enfin, il n'y a pas un profil type. Non. Donc, alors, on peut effectivement, les enfants, ils ont pu la contrarier on ne saura jamais vraiment quelles sont ses motivations, évidemment. Ses aveux ne permettent pas... ses supposés aveux qu'elle aurait fait la veille de son exécution, parce que sinon elle a toujours nié être responsable de tous ces morts. Quand même, hein. Au cours du procès, elle a nié totalement. Elle a dit que c'est les médecins qui se trompaient, que c'était leur faute. La folie est derrière tout ça, probablement. Maniaque, psychopathe, voilà. Oui, puis des fois même, on a l'impression qu'il y a une forme de schizophrénie, parce qu'elle dit qu'il y a une autre personne en elle, enfin, il y a quelque chose... Oui, tout à fait, de cet ordre-là, mais à l'époque, on en est au balbutiement sur l'étude des personnalités. Il faut toujours remettre dans le contexte, dans l'époque, 1850 à peu près, Bon, la psychanalyse n'est pas ce qu'elle est, n'existe pas. Étudier un cas criminel, ce qu'a tenté d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'ai fait de son avocat, Maître Magloire d'Orange, un personnage central de la bande dessinée, c'est parce qu'il est remarquable. Il a 24 ans au moment de sa plaidoirie, où il défend cette cliente. Dans un contexte politisé, parce qu'il y a un coup d'État une semaine à Paris, mené par Louis-Napoléon Bonaparte à Paris, qui veut prendre le pouvoir, réinstaurer l'Empire, tout ça. Et cet avocat-là de 24 ans va essayer juste, lui comprend, il fait une des premières plaidoiries qui est encore citée en magistrature aujourd'hui, contre la peine de mort, justement, en disant qu'on ne peut pas condamner à mort quelqu'un qui n'est pas normal.
il plaide la folie, tout simplement. Il dit, là, c'est un monstre, on Une a affaire à une responsabilité anomalie, pénale, il le quoi. dit. Hein, ouais. Voilà, exactement. Alors, c'est encore un sujet très actuel, hein, l'irresponsabilité pénale. Il plaide vraiment en disant, là, ça ne sert à rien, quoi. Il vaut mieux tenter de comprendre l'anomalie qu'est cette personne, que lui couper la tête, ça, finalement, voilà, ce n'est pas possible. Quoi. Bon, il y a des grands débats de fond à l'époque sur la peine de mort en France. Donc, il est dans cette veine-là, républicaine. Hein, Victor Hugo, présent dans la BD, effectivement, est un défenseur qui se bat contre la peine de mort. Donc il y a toute cette forme-là, et c'est effectivement, comme vous dites, probablement une schizophrénie. Oui, elle était malade, elle était folle. De toute façon, pour tuer autant... Oui, c'est qu'il doit y avoir un problème quand même. Elle y a pris goût. Elle a goûté le sang. Non, mais à quel moment... Elle n'a pas dû goûter sa soupe. Hein. Non, elle n'a pas goûté, mais elle savait très bien ce qu'elle faisait. Oui. Après, d'autres ont pensé, il dit que c'était qu'elle supprimait pour soulager la douleur des gens. Mais quelle douleur, une douleur psychologique, que quelque part, elle les aidait à partir. Non, je crois pas, elle s'est attaquée à des enfants de 2 ans. Oui, franchement, c'est une tueuse au sens le plus... froid possible. Ouais, froid possible, et probablement avec un sadisme poussé à son extrême, où elle se contente pas il faut bien voir comment elle tuait. Elle ne se contente pas de mettre une dose létale dans une soupe. Elle joue avec ses victimes. Elle les rend malades. Ah oui. Et l'agonie dure quelques jours. Ouais, et puis effroyable, l'agonie. Et elle augmente les doses, et quand les soupçons arrivent, elle met la dose létale pour le coup, et c'est fini. Ouais. Mais il y a des souffrances atroces qui sont décrites dans les procès-verbaux que j'ai pu consulter. Oui, elle joue comme un chat avec une souris. Je pense qu'il y a vraiment il y a une forme de sadisme quand même. Je crois, vraiment. C'est mon point de vue. Après, chacun, encore une fois, qui s'attaque aux archives pourra penser autre chose. Mais... Oui. Enfin, c'est la manière que vous avez choisi d'aborder le... C'est ça. C'est toujours un choix, effectivement. Quand on s'attaque à un sujet, il faut prendre des orientations. Ça a été la mienne. Quoi. Ouais. Bon, écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ce sera le mot de la fin de la première présentation. On se retrouve demain pour continuer d'en parler, parce qu'il y a encore des petites choses à dire sur la Gégado. Et en attendant, on va laisser place à un petit peu de lecture. Je vous dis à demain. Olivier Kéraval et Luc Monneret, la Gégado, tueuse à l'arsenic. Ouvrez, ouvrez, c'est mon maître, monsieur Bidard, qui m'envoie. Que se passe-t-il ? Rosalie vient de mourir, monsieur. Courez chez votre maître. Dites-lui de bien faire ce que je lui ai recommandé. Vous avez compris ? Oui, docteur. Qu'on ne touche à rien avant mon retour. Je suis le docteur Baudouin. Il faut que je voie le docteur Pinault. Monsieur dort encore, docteur, je ne crois pas. L'affaire est des plus urgentes, cela ne peut attendre. Dans ce cas, monsieur, veuillez me suivre. Cher confrère, vous êtes bien matinal. Bonjour, docteur. Pardonnez mon indélicatesse, mais l'affaire est d'importance. Vous souvenez-vous de Rosalie Sarrazin, l'employée de maître Bidard ? Parfaitement, la jeune fille que nous avons consultée ensemble il y a une quinzaine de jours. Précisément, elle vient de mourir. La pauvre enfant, et en quoi puis-je vous aider ? Vous souvenez-vous ce que vous m'aviez confié après l'avoir vue ? Bien sûr, j'ai évoqué la possibilité d'un empoisonnement. Vous avez peut-être vu juste. Rose Tessier, qui a travaillé chez ce même employeur et dont vous vous êtes occupé, nous avions conclu à une rupture abdominale. Mais j'en suis convaincue. Dans un cas comme dans l'autre, la rupture a été provoquée par de l'arsenic. Avez-vous des preuves ? Ces accusations sont très graves. Je peux en avoir, mais il nous faut agir au plus vite. Chers confrères, ne tardons pas et allons trouver le juge Vanier. Vers qui se tournent vos soupçons ? Une certaine Hélène Gégado. Ce nom ne m'est pas inconnu. Nous sommes face à une empoisonneuse. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Pressons-nous avant qu'elle ne s'enfuie ou ne fasse disparaître les preuves.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, nous sommes de retour sur Fréquence 8, cette semaine en compagnie d'Olivier Kéraval, scénariste de bande dessinée, pour nous parler dans un premier temps de la première bande dessinée qui s'appelle La Gégado, qui est éditée chez Locus Solus avec Luc Monneret, le dessinateur. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Il y a une chose que je n'ai pas abordée hier, là plus au niveau de la qualité de la bande dessinée. Alors, vous avez fait le choix, j'imagine, avec votre dessinateur de la bichromie, ou c'est le dessinateur qui a choisi ? Non, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur ? Ouais, initialement, c'était une BD intégralement en noir et blanc. Qui a connu une première édition en 2017-2018 chez un éditeur qui a disparu aujourd'hui, Sixto Édition. Et la bande dessinée était totalement en noir et blanc. Et ils ont pensé, au moment quand ils ont racheté les droits, suite à l'arrêt de cette maison d'édition, on a récupéré nos droits, Locus Solus m'a contacté, ils voulaient rééditer tout ça, mais par contre, ils nous ont dit on voudrait se démarquer. Il y avait l'exposition qui était proposée juste au même moment, donc fin 2019, aux archives départementales, et ils nous ont proposé d'intégrer une bichromie. Alors le côté couleur au départ, bichromie, tout ça, on savait pas trop. Et puis ils nous ont fait des propositions et ils nous ont convaincus. Je trouve c'est vraiment très très. Ça fait dessin d'art quoi. Hein. C'est ça. Ça me rappelle un peu la sanguine, ouais. les dessins, les sanguines. Vraiment, je trouve que c'est en sachant un très très beau rendu. Ouais, quoi, hein. On avait un peu peur au départ parce que vraiment le travail de Luc Monneret noir et blanc. C'est une de ses très très grandes qualités et c'est pour ça que j'aime travailler avec lui, mais plutôt en noir et blanc a priori, du noir au blanc, c'est ce que je dis toujours, il y a plein de dégradés, il est très très bon dans les contrastes et dans les très forts traits, il a un souci du détail, des ombres et des voilà, moi j'avais un peu peur que la bichromie aplatisse un peu tout ça et au final pas du tout, ça enrichit ça la bande dessinée. relief, ça met en relief, tout à fait. Puis avec ce côté sépia, un peu début de la photo, on est un peu là-dedans aussi, hein, parce que dans ses recherches, Monneret est allé puiser chez Doré, tout ça, tous ces grands graveurs qu'on connaît. C'est vrai que Gustave Doré avait... Voilà, donc ça apporte un plus, et ils nous ont convaincus en fait, mais c'était pas notre idée initiale, vraiment pas. D'accord. Ouais. En tous les cas, le résultat est vraiment très très beau. Quoi, hein. On a vraiment l'impression d'être dans du dessin d'art. Il bosse bien, maintenant il a un... Moi j'aime beaucoup, je travaille avec lui, je vais pas dire le contraire. Alors c'est vrai que ça apporte vraiment, le dessin en bande dessinée, ce que je trouve très injuste souvent, c'est que on va s'attacher d'abord au scénario et parfois le dessin passe un petit peu en second. Ah, vous trouvez, moi ? Ouais. Ah ouais, alors c'est marrant parce que c'est souvent le contraire, hein. Ah oui. Des retours que je peux avoir, moi j'ai toujours tendance à dire que la star de la bande dessinée c'est le dessinateur et pas le scénariste, et que le scénariste est un peu en retrait alors qu'il faut les deux et un équilibre pour que ça fonctionne bien. Là il y a vraiment les deux quoi. Hein. On est vraiment dans un équilibre parce que le dessin est magnifique. Ouais. Bon, il y a le scénario, aussi qui est quand même. J'ai essayé. Moi, Hélène Gégado, je ne la connaissais. Je connaissais d'autres tueuses en série, mais celle-ci, et pourtant, je suis bretonne. C'est comme quoi. Je la connaissais pas du tout et c'est vraiment une très belle bande dessinée. Merci, on prend le compliment. On y a mis toute notre envie, notre travail évidemment comme d'habitude, mais oui c'est. On sent les... En plus il y a une densité dans le. Ce qui est, je trouve, assez difficile en bande dessinée, surtout pour le scénariste. Il faut être concis. Il faut mettre un maximum d'informations dans un minimum de mots. C'est un défi. Et c'est vrai que là, on a le contexte historique, comme vous l'expliquiez, et on a tout ce qu'il faut pour comprendre. Quoi. Complètement. C'est ça, si vous avez raison, c'est bien résumé. Il faut être
précis, concis, et en même temps dire plein de choses et nourrir le récit. Et Dieu sait que la matière est dense, j'aurais pu faire 300 planches, moi. Oui, non, Mais c'est pas possible, on est bien d'accord. Après, on est... Voilà, bah si c'est possible, mais sur des projets plus longs, et voilà, c'était déjà... Ou en plusieurs tomes. Ou en plusieurs tomes, bon, c'était pas l'idée de départ, mais oui, moi je dis tout le temps ça, c'est un art de l'essentiel, la bande dessinée. Ah oui, et là, vraiment, là, tout est rassasié, quoi. Bah, tant que ça sature pas, c'est ça, faut toujours je dis garder... rassasié dans le sens où on a l'information, on a le plaisir des yeux avec le dessin. Oui, il faut que ça reste fluide, il faut que le récit soit complet, qu'on réponde... Enfin voilà, ça c'est le métier du scénariste aussi. Oui, mais après on n'y arrive pas forcément. Bah on essaye, et tant mieux si ça vous a plu déjà, et puis... L'âge Gado. Alors, il y a une première partie qui s'arrête sur une grande planche là qui se passe complètement de commentaires. Hein. Elle monte à l'échafaud, on voit la guillotine en haut. Enfin bon, voilà, ça se passe de commentaires. Et la deuxième partie. Vous avez fait le choix de vous attarder un petit peu sur ce contexte historique. Complètement. En quoi est-ce que justement la date du procès, qui a concordé un petit peu avec le coup d'État de Napoléon, comme vous dites, enfin de Louis-Napoléon, a pu jouer en sa défaveur? Une expédition peut-être de la justice à l'époque où ils avaient autre chose à faire que de s'occuper d'une criminelle. Non seulement ils avaient autre chose à faire, mais en fait son avocat Magloire d'Orange, déjà concrètement il y a un des témoins, un médecin qui devait intervenir au procès, qui est tué sur une barricade à Paris, Baudouin. Député, voilà, qui devait intervenir, donc on lui enlève un témoin. Il y a un autre témoin, un autre médecin qui est à Nantes, qui est arrêté, embastillonné parce que les Républicains, voilà. Il y a tout un contexte politique qui effectivement a perturbé le procès, c'est une évidence, c'est sûr et certain. Il y a une lettre que ceux qui liront la BD présentée à la fin dans le cahier documentaire où Magloire d'Orange est dépité. Une semaine déjà, il ne connaît pas sa cliente. On lui demande quand même de défendre. C'est un procès exceptionnel. Dans un contexte où je peux vous assurer que c'était compliqué de l'emmener vivante. Enfin, tout le monde voulait la tuer, surtout les femmes. À Rennes, tous les jours en audience, c'est vrai que tout là, ça. Vous le mettez sous le cortège, c'était. Elle aurait pu se faire lyncher, quoi. Ouais. Elle aurait. Ah oui. Ah oui. Et puis c'est un procès qui aurait pu avoir un retentissement national qui ne l'a pas eu parce qu'il y avait le coup d'État à Paris une semaine avant. Les Républicains, plus de 25 000 Républicains en 2 jours vont quitter la France, dont Victor Hugo, qui apparaît dans la BD. Voilà, le procès doit être... il cherche à le politiser, d'Orange, son avocat, parce qu'il considère qu'il ne peut pas assurer la défense de sa cliente, même si elle est considérée comme... coupable avant d'être jugé, c'est ça en fait qu'il refuse, quoi. Il va jusqu'à plaider, défendre, enfin faire une plaidoirie contre la peine de mort aussi. Il considère qu'elle est jugée, condamnée avant d'avoir été analysée et comprise. Pour lui, c'est important de comprendre. Enfin voilà, il est très moderne. Il est très très moderne. Il n'a que 24 ans. C'est un militant aussi, quoi. Un militant oui, complètement. Il est républicain. Il est aussi perturbé par ce qui se passe. Les événements, parisiens sont terribles. La République est renversée. Il ne faut pas oublier que Victor Hugo va quitter la France, ne reviendra que 30 ans après. Hein. Voilà, enfin, il y a tout un contexte qui est souvent ignoré, encore une fois, hein, et c'est mon but d'éclairer les réalités historiques et donc de quelle manière elles peuvent impacter même nous au quotidien, finalement. Et donc voilà, je ne sais plus quelle était la question. La question, c'était en quoi est-ce que le contexte politique... Non, mais vous avez répondu à la question. Oui, j'ai répondu, mais c'est vrai que c'est aussi la difficulté, et c'est marrant que je me perde un peu dans ce méandre de mes souvenirs, parce que ça commence à dater un peu, hein, presque 2 ans maintenant, la dernière parution, et le travail préparatoire encore plus. Mais c'est des méandres dans lesquels moi j'essaye de guider. L'histoire, c'est souvent ça, des méandres et des recoins où le scénariste et le documentariste va essayer de détecter de la matière pour pouvoir exprimer les choses. Et c'est justement ça, de ne pas perdre dans la scénarisation, dans l'écrit du scénario, de ne pas perdre et au contraire de guider le lecteur de façon forte et intelligente. Je crois que c'est le rôle du scénariste, c'est ça, quoi. C'est un éclairage aussi. Voilà. C'est vrai que pris dans un autre contexte
politique, plus stable, le procès aurait eu peut-être une autre tournure. Peut-être que ça aurait pu donner matière par rapport à cette problématique de la peine de mort, puisqu'ils étaient contre. Là, tout a été avorté finalement. Enfin, les grandes idées que défendait cet avocat ont été avortées du fait du contexte. Moi, je crois qu'il est. Et cet éclairage que vous faites effectivement sur le contexte, c'est aussi une manière de montrer comment on peut passer à côté de grands projets société à cause de... Tout à fait. Les procès, les grands procès... Faut attendre 1980 après quand même. Hein. Tout à fait. Là, on est en 1851 complètement. 130 ans après. Quoi. C'est vrai, ouais. Donc on peut refaire l'histoire en se disant, si il n'y avait pas eu le coup d'État là, on de bascule Napoléon. dans la fantaisie et l'Uchronie, mais c'est vrai. Je pense que Derange considère que le procès n'a pas lieu comme il devrait avoir lieu, à cause de ce qui se passe à Paris, des événements, voilà, tout simplement. Ça perturbe sa défense, déjà. Et puis on le voit bien, les procès, les grands procès sont l'occasion de grands débats de société qui sont importants. Le procès Charlie dernièrement l'a encore démontré, c'est des questions qui, la grande criminalité interroge la société. Oui, comment une société peut faire accoucher de monstres comme ça, quoi. Tout à fait. C'est aussi pour ça que vous êtes remonté un petit peu dans l'enfance de la Gégado. J'essaie. C'est vrai que les quelques éléments dont on peut se dire qu'effectivement ça peut perturber le développement normal d'une enfant. Ouais, ça reste une partie fictionnelle parce elle a très peu parlé de son enfance. On sait qu'elle a perdu sa maman très jeune, ce qui est déjà fatalement traumatique. À l'époque, elle vivait à la campagne, au fin fond du Morbihan, dans des conditions très, très dures. Elle est placée très tôt dans une maison d'un presbytère, je crois. Oui, elle a très peu parlé d'elle, on ne connaît pas son histoire, il n'y a pas de témoignage direct de son enfance. Moi, j'ai essayé dans les traumas de l'enfance, on trouve souvent des raisons, des motivations des tueurs. Inconscientes, et j'ai essayé de creuser. Même si on ne peut pas non plus tout justifier ni tout... Non, d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de répondre à... Il y a plein d'interrogations, on n'aura jamais de réponse complète, définitive. Donc, c'est des pistes de réflexion, que de la même manière qu'elle a dit qu'une personne d'un certain âge l'avait initiée à l'arsenic, lui avait montré comment s'en servir. Elle l'a dit, elle l'a déclaré, ils ont essayé de trouver cette personne, ils ne l'ont jamais trouvée. Moi, j'en ai fait une espèce de présence comme ça, un peu fantomatique, qui est un peu son inconscient. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a inventé le fait qu'on lui a enseigné ça, ou est-ce qu'elle-même a rencontré quelqu'un, effectivement, qui lui a montré tout simplement comment faire, quoi. Voilà, comment faire. Et que l'arsenic, c'est aussi pour tuer les rats dans les fermes, et donc elle a vu ça sans doute très jeune, utilisé. Un poison, finalement, qui est utilisé au quotidien et... Oui, sûrement. Ouais, utilisé au quotidien, mais pour tuer les rats, pas pour tuer les humains. Voilà, qu'on trouve facilement, je veux dire. Sauf qu'elle en a fait un outil pour supprimer ses adversaires, ses rivaux, les gens... Enfin, toute personne qui lui convenait pas, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez mis l'accent, quand on parlait du contexte politique, vous avez fait en sorte que votre avocat fasse partie d'une société secrète. Oui, la charbonnerie, oui. Oui, émanation de la charbonnerie, oui, tout à fait, ouais. J'en ai fait, ça c'est absolument fictionnel. Je voulais absolument que ce personnage-là prenne le pas. Je l'ai trouvé aussi fascinant dans mon étude que la Gégado, finalement. Je trouve que il y a une forme de passage de relais. L'une est criminelle, psychopathe, individuelle, comme ça, avec un parcours qui lui est propre. Et je voulais qu'il y ait ça s'est un passage de témoin, un peu. Quelque part, oui. Lui, en fait, dans le deuxième tome, parce que sorti en 2 tomes au départ, dans le deuxième tome, il y avait un sous-titre, c'était L'ombre de la décapitée. Quand le premier tome, c'était Ascension vers l'échafaud. Non, si c'était ça. Ouais, je crois. En fait, vous avez c'est le nom des chapitres. Si vous avez repris, ceux qui sont devenus le nom des chapitres, effectivement. Donc il y a je voulais qu'il y ait une empreinte forte et définitive de la Gégado sur Derange, que inconsciemment lui-même, à un moment donné, se dise mais on m'a privé de la défense
pour des raisons politiques, il n'y a pas de raison que je ne m'engage pas physiquement et du coup de façon au travers de cette société secrète, mais ça reste fictionnel, hein, que je ne m'engage pas pour défendre la République, quoi. Il passe à l'action finalement parce que la Gégado est quelque part l'influence dans le fait qu'elle... Voilà, il ne tue pas pour les mêmes raisons, enfin lui ne tue pas, mais il complote pour défendre la République et voilà, et je trouvais qu'il y avait une espèce de réflexion menée là-dessus autour de pourquoi passer à l'acte, pourquoi désobéir, pourquoi à un moment donné défendre ses idées, pourquoi... Alors effectivement c'est une influence néfaste quand même, parce que la Gégado... Et à la fois on se dit, bon, il a 24 ans, commencer, c'est peut-être son premier procès, ou au moins dans ses premiers procès, puisque 24 ans il n'a pas dû non plus, il n'a pas une carrière d'avocat par contre il a fait une très belle carrière derrière. Et on imagine quand même que dans ses premiers procès, avoir à défendre une criminelle comme elle, ça doit quand même marquer l'esprit, quoi. Il peut que en faire quelque chose de politique, enfin de constructif derrière. Ouais. Sinon ça peut être assez traumatisant. Ouais. Il se fait voler son procès et en plus. Il se fait voler son procès, puis il se fait voler la République. Il se fait voler la République. Il se fait voler le débat sur la peine de mort qu'il veut absolument conduire au travers de ce procès, parce que je crois qu'il y avait réellement cette intention-là. C'était une tribune extraordinaire pour un jeune avocat et hyper compétent. Enfin, c'est un monsieur brillant, brillantissime, je crois, visionnaire, complètement dans son époque, parce qu'encore une fois, le débat sur la peine de mort est hyper présent. C'est un sujet de littérature, c'est un sujet de débat de société, à l'Assemblée, partout. Il y a des discussions autour de ça. Et oui, on lui vole, je crois qu'on lui vole ça. Et après, encore une fois, c'est une fiction, ce que j'ai fait, mais la question c'est que moi je pose au lecteur, c'est jusqu'où iriez-vous pour défendre vos idées et finalement le débat républicain, hein, parce que on parle quand même, et puis c'est une époque, encore une fois, à remettre dans le contexte historique, très instable, très instable, hein. On sort de la Révolution française qui était finalement peu de temps après, il y a eu Napoléon. Enfin voilà, c'est vrai que tout le 19e, ça a été des changements de régime hyper chaotique. À chaque fois, c'était puis des remises en cause là, ils disent bien la République avait remis une liberté de la presse. Tout à fait. Là, on arrive avec Napoléon, la presse est censurée. Enfin, ça remet aussi en cause la République, au niveau de la société, au niveau politique, mais au niveau de la société, des libertés individuelles. Enfin, c'est la construction de l'histoire de la France. On est en plein dedans. Le 19e, c'est quand même... Ouais, c'est un siècle très Celui dense. qui a vécu tout le siècle, c'est quand même... il a été un peu chamboulé. Ouais, c'est vrai. Celui qui a vécu ce siècle-là, oui, il est passé des guerres napoléoniennes, Révolution, pour finir à la République, pour finir à l'Empire, retourner à l'Empire. Avec des guerres dans tous les sens et une évolution, la Révolution industrielle qui est passée par là. C'est un peu plus tardif, mais c'est un siècle qui est foisonnant, qui est très riche, qui est en bande dessinée très peu présenté, je trouve. Et pourtant qui doit être très inspirant pour un auteur. Il y a plein de choses, effectivement. On peut, effectivement, entre le début du 19e, les guerres napoléoniennes, et la fin, où on est sur 1870, et les prémices de la montée du fascisme et des extrémistes, la période anarchiste de la fin du siècle, qui est absolument extraordinaire aussi. Il y a de la matière, hein. Ouais, non mais tout le temps, en permanence. Il y a de la matière. Ouais, oui, il y a de la matière. Bon, bien écoutez, voilà, sur cette matière, c'est bien, ça vous donnera j'ai un autre l'occasion sujet, de revenir. J'ai un autre sujet que je suis en train de traiter, justement, qui prend racine aussi au 19e. Qui se poursuit au 20e. C'est bien d'avoir finalement une histoire comme ça mouvementée. Pour un auteur, c'est de la matière, c'est du terreau. S'il ne se passait rien, on s'ennuierait. C'est du terreau. Donc, je rappelle le titre de cette bande dessinée, donc La Gégado. Édité chez Locus Solus, très belle bande dessinée par Luc Monneret. Et nous, on se retrouve demain pour parler d'une autre bande dessinée. À demain. Olivier Kéraval et Luc Monneret, La Gégado, tueuse à l'arsenic. 2 jours plus tard. Sombre affaire.
Elle nie tout en bloc. Il n'y a pourtant aucun doute sur sa culpabilité. J'ai ordonné une autopsie. L'enquête s'annonce complexe. Faites en sorte que son jugement soit sans appel. Cette femme est folle. Elle tue sans raison. Précisément, si sa folie est démontrée, elle échappera à la justice. Je n'aimerais pas être celui qui va la défendre. Trouver des preuves, fouiller son passé. J'ai mis sur l'affaire le meilleur de mes hommes. Bien. Que savez-vous pour le moment ? Elle est née en 1805, en Plouhinec, à Quereur-Devin, en Basse-Bretagne. Orpheline à 7 ans, presque analphabète. Elle parle une sorte de patois gallo, breton et français. A-t-elle déjà fait parler d'elle ? Nous le saurons bientôt, l'inspecteur Langlois est en route vers le pays natal d'Hélène Gégado. Faites au plus vite, le contexte est mauvais, je ne veux pas d'une deuxième affaire Lafarge. Il s'agit d'une fille du peuple. Nous ne pouvons en aucun cas comparer son sort à celui de Marie Lafarge. Puisse le ciel vous entendre. Cette affaire inquiète déjà en haut lieu. L'instruction prendra du temps, nous n'en sommes qu'au début. Vous avez ma confiance. Ne me décevez pas. Je ferai mon possible. Greffier, faites entrer l'accusé. Commissaire, je ne vous retiens pas. Bonne journée, monsieur le juge. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Nous sommes de retour sur Fréquence 8, donc cette semaine avec Olivier Kéraval qui est venu nous présenter 2 de ses bandes dessinées. Donc en début de semaine, nous avons parlé de la Gégado, éditée chez Locus Solus. Et la deuxième bande dessinée s'appelle Un amour de guerre, donc toujours édité chez Locus Solus. Donc, bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Donc là, on fait un petit saut dans le temps. On passe de la moitié du 19e, de 1852, on passe aux années 1940, pendant la guerre. C'est ça. L'histoire que vous racontez, c'est un film de propagande, entre autres. Comment vous avez eu connaissance de ce film-là qui a été tourné Alors, parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Ouais. Je ne pensais pas qu'il y en avait eu si près de Rennes. Ouais, quoi. ouais. Et si près de Rennes, ouais, complètement, parce que tout ça prend racine du côté de Cornu, entre Laillé, Cornu, Pont-Réan. Il y a eu plusieurs films tournés déjà, ce que j'ai découvert par la suite. Alors comment la première fois je l'ai su, j'étais en dédicace et un monsieur vient me voir, me dit vous aimez l'histoire, tout ça, j'aime bien la bande dessinée en histoire. J'ai un sujet pour vous qui serait extraordinaire à traiter en bande dessinée ou en livre d'ailleurs aussi. Et il me raconte de ce film qui aurait été tourné effectivement au printemps, car il ne savait pas trop, 41, 42, 43, pendant la guerre, sous l'occupation, près de Rennes, du côté de Cornu. Cornu qui est connu pour les gens du coin, pour son église romano-byzantine. Très belle église. Très belle église, totalement atypique dans le bocage normand, j'allais dire, en breton, dans la campagne bretonne, voilà. Et effectivement, quand on arrive à Cornu, qu'on voit ce clocher avec un bulbe néo-byzantin, ou inspiré d'eux en tout cas, de l'architecte Regnault, qui en a fait plusieurs à Rennes, l'église Jeanne d'Arc et de lui aussi, par exemple, qui a quelques inspirations comme ça aussi. Et donc il me parle de ça, il me dit ça, et bon, sur le moment j'écoute, voilà. C'est tombé dans une oreille, c'est resté dans un coin de ma tête. En fait, c'est ça. Et ça, je vous raconte de ça, c'était il y a très longtemps, 7-8 ans peut-être. Comme quoi, des fois, la gestation peut être un petit peu longue. Alors, c'est pas que la gestation. Moi, je travaille sur l'histoire. Quand on s'attaque à un sujet comme ça, il y a une documentation. Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Parce que je peux vous assurer qu'à Cornu,
Il y a encore des gens qui ont connu... Qui ont connu directement, oui, bien sûr. Qui ont entendu parler, tous, évidemment. Ouais, on ne fait pas ce qu'on veut avec l'histoire, et surtout quand elle est si proche de nous et pas si lointaine que ça, avec des souvenirs enfouis pour beaucoup. On parle d'une période et douloureux pour beaucoup, complexe, très complexe. On parle de situation d'occupation, de collaboration, de résistance, de gens qui ont vécu ça fortement. Des mémoires qui remontent, là, c'est délicat. Plus que je ne le pensais, même. Voilà, en sachant que les interlocuteurs que j'ai pu avoir sur place se sont aussi emparés du sujet. Et une personne, Juliette Soulabaille, qui a été maire pendant 4 mandats, qui m'a beaucoup parlé, avec qui on a beaucoup échangé, que je suis allé voir, qui m'a servi de grosse source documentaire aussi. Voilà, je ne pouvais pas, donc c'est une manière très complexe à manier l'histoire, donc c'est à la fois aussi un temps c'est surtout du temps que je n'avais pas, parce que j'ai fait plein d'autres choses entre-temps, écrit d'autres choses, travaillé à plein d'autres choses, donc c'est pas qu'un temps de gestation, c'était le bon moment de m'y intéresser au moment où je l'ai fait. Moi je dis toujours ça, il y a un temps, voilà, ça arrive quand ça doit se faire, et puis quand voilà, c'est le bon moment, quoi. Voilà, c'est ça, il n'y a jamais de mauvais moment, c'est toujours le moment. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est 80 ans après les faits, que le sujet soit toujours aussi sensible, c'est assez, c'est délicat à traiter, quoi. C'est très délicat à traiter, on ne sait pas ce on peut imaginer qu'il va y avoir un impact, on ne sait pas ce que ça va réveiller. Et dans les familles. Dans les familles. Des choses qui n'avaient été jamais... je vais vous citer un exemple très concret qui va être parlant immédiatement. En dédicace, un monsieur est venu me voir, un vieux monsieur, qui avait connu les faits. Il était tout jeune garçon à l'époque. Voilà, ce monsieur-là était dans la ferme où les Allemands avaient entreposé le matériel, tout ça. Il était tout enfant, donc il a connu cette période-là. Et il n'en avait jamais parlé à ses enfants, par exemple. Voilà, tout simplement. Et je me suis retrouvé face à ce monsieur, et en même temps son fils qui était à côté, et son fils qui disait, mais il nous en avait jamais parlé. On ne le savait pas. Bon, voilà, c'est le genre de choses... Et pourtant, là, il n'avait pas joué un rôle... Non, mais c'était resté comme ça. En fait, c'est une période qui a été beaucoup plus traumatisante, même si on était ou résistant, si on n'était ni résistant ni collaborateur, pour beaucoup, enfin, je veux dire, dans cette population, enfin, qui subissait plus l'effet qu'autre chose, ça reste une période traumatisante. Et c'est une période, c'est une période oui, vraiment puis très très clivante. Très clivante. Moi, mon objectif n'était absolument pas de montrer du doigt telle ou telle catégorie de personnes. Mon approche de l'histoire est de traiter ça avec beaucoup d'empathie, enfin beaucoup de respect pour les gens qui ont vécu les événements. On ne sait pas ce qu'on aurait fait à la place de ces gens-là. Toujours facile de montrer à distance 80 ans après et de dire j'aurais été un héros, c'est sûr. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Personne aujourd'hui peut dire ce qu'il aurait fait dans certaines circonstances qu'il n'a pas vécues. Ce n'est pas possible. Donc l'idée du scénario, du traitement de l'histoire n'est pas de mettre en avant telle catégorie d'accusés. Je voulais traiter ça de façon la plus neutre enfin, et humaine, avec un grand H si possible. C'est vrai que à aucun moment il y a de prise à partie. Enfin, non. C'est vrai que présenter l'histoire de départ, c'est cette jeune femme avec une maman qui perd la mémoire, qui a la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. C'est un livre sur la transmission et le refus d'oublier. Alzheimer est pour moi une métaphore de l'oubli, évidemment, et la fille qui découvre en début de livre, on va déflorer un petit peu le sujet, mais qui découvre effectivement que son père n'est pas son vrai père et que sa maman a participé à un étrange tournage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc cette femme est amenée à reconstituer la mémoire de sa maman qui s'efface peu à peu à cause d'Alzheimer. Donc c'est à la fois une quête identitaire, puis elle va plonger, et en même temps que le lecteur,
dans cette reconstitution de faits historiques un peu oubliés et perdus. Et donc il y a un chemin personnel, il y a Alzheimer qui est là, qui est une maladie qui touche beaucoup de gens aussi. Voilà, j'avais à cœur d'en parler, d'évoquer le sujet. Il y a tout ça dans cette BD, ouais. Et puis, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et puis après, c'est aussi l'occasion de nous replonger dans ces années 40, avec le cinéma français sous l'occupation, ouais. Et la Continental Film à Paris, Alfred Greven. Alors il y a des personnages historiques. Ouais. Complètement. Vous faites même apparaître Clouseau. Comme dans la Gégado, on avait Victor Hugo qui s'était infiltré dans l'histoire. Complètement. Là, on a Henri-Georges Clouzot, on a Rému. Dont la présence est clairement attestée sur place. Moi, c'est ce qui m'a permis de faire la passerelle avec la Continental Film. Pourquoi Rému est venu 2-3 jours à Cornu sur un tournage comme ça de propagande, parce que c'est quand même un tournage de propagande, hein, on l'a pas précisé, mais ils viennent pour tourner une fausse fiction, enfin une fiction, un truc un peu en utilisant comme décor cette église, voilà. Donc c'est manipulé depuis Berlin par le gouvernement, enfin par Goebbels, qui est à la tête du ministère de la propagande et de l'éducation du peuple. Et donc ouais, Rému est venu là, on ne sait pas trop pourquoi, mais clairement attesté sa présence. Il est venu. Donc Rému à l'époque, mégastar, hein, 1942, c'est un monstre sacré. Moi j'ai fait le lien parce quand même il est en tournage à Paris. À l'époque, enfin sur Paris dans des studios, sur un gros tournage avec la Continental Film. Donc moi je me suis amusé, je tords l'histoire un petit peu pour nourrir ma fiction, mais je suis pas complètement loin de la vérité, je pense. Oui, et puis c'est aussi l'occasion de montrer comment fonctionnait le cinéma pendant la guerre. Oui. C'est vrai qu'on sait qu'il y a des films qui ont continué d'être tournés. Est-ce que les films qui justement étaient tournés pendant la guerre pouvaient se faire en complète indépendance par rapport à cette société de production alors, française, mais de capitaux allemands? Oui et non. Oui et non. Pagnol était dans le sud de la France, a totalement refusé, lui, la mécanique du cinéma français au travers de la Continentale. Mais si vous vouliez faire du cinéma à l'époque, vous étiez quasiment obligé, donc oui et non, hein, vous étiez quasiment obligé de passer par la Continentale, qui vous donnait des moyens importants pour faire des films importants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de guerre, que Greven, qui est à la tête de la Continentale, n'est pas qu'un nazi, il fait partie du parti nazi, donc il est nazi, mais il est aussi francophile, il adore le cinéma français, il connaît tout du cinéma français. Et aussi, on peut dire qu'il est peut-être nazi par obligation. Peut-être par obligation. Pour être à un poste comme ça, il fallait certainement avoir sa carte, de toute façon. Tout à fait. On ne donne pas un poste comme ça à responsabilité. Mais en même temps, il a commis des actes, lui aussi, terribles, alors qu'il était à la tête de la Continentale, dénonçant... il savait très bien qu'il y avait beaucoup de juifs dans le cinéma français, il en a protégé certains, qui avaient changé de nom. Mais il a menacé aussi d'autres de dénoncer s'ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. Donc il avait la main mise sur le cinéma français. En même temps, il a validé des scénarios absolument incroyables. Il valide Le Corbeau de Clouzot, qui est tourné pendant cette période, qui est un film... si on y regarde de plus près, si vous le regardez encore aujourd'hui, vous apercevrez qu'il... Il est plein de messages. Oui, il dénonce complètement le catholicisme, parce que ça parle de drogue, hein, d'opioman, d'avortement, des sujets qui sont... ce film aurait été interdit si... d'ailleurs, il voulait être censuré, Vichy voulait le censurer, mais Greven le valide, le fait tourner, enfin Clouzot le tourne. Vous avez d'autres films comme la Symphonie Fantastique qui... je l'aborde un peu dans la BD, où il est convoqué à Berlin par Goebbels, il se fait vraiment, et ça je l'ai retrouvé, c'est une vraie source dans le journal intime, j'allais dire, le journal intime de Goebbels, tout ce qu'il a écrit sur sa vie, c'est assez passionnant, et j'ai retrouvé effectivement trace de cette convocation, où Goebbels lui dit, mais vous n'avez rien compris, vous exaltez complètement le sentiment national. En fait, Goebbels, il voulait une machine de distraction pour les Français. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Surtout pas une machine à penser, quoi. Surtout pas une machine à penser. Ne réveillez surtout pas le sentiment national français, rien. Il faut que ce soit lisse, distrayant, et en même temps que ça rapporte. Voilà. Ils avaient comme modèle, c'est le Disney
Il voulait le Hollywood nazi à Paris. C'est bon, ça. C'est le titre d'un livre d'ailleurs sur le sujet. Les auditeurs peuvent s'intéresser à la question. Il y a le mystère Greven à lire aussi pour ceux qui sont intéressés par cette période-là. Donc c'est une période qui est voilà, le très trouble, mais quand on voulait travailler dans le cinéma, continuer à manger, parce que il fallait bien travailler quand même. Donc encore une fois, il ne s'agissait pas de dénoncer, de montrer. Il y a eu plein de polémiques, les trains des comédiens, le fameux train qui part à Berlin avec Daniel Darieux et autres, qui a été complètement accusé après la guerre. Il y a eu des commissions d'épuration, évidemment aussi, qui ont parlé de tous ces sujets-là. Tout ça est à manier avec beaucoup de prudence, mais effectivement, il y a eu de la collaboration aussi dans le cinéma français, évidemment, de la résistance. Gabin refusait totalement ce système-là, par exemple. Jean Gabin, qu'on connaît bien, il est parti, il est entré tout de suite dans la résistance, enfin pas dans la résistance, mais il est parti en Afrique du Nord, entré dans la France libre. Donc lui a totalement refusé de faire du cinéma pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. D'autres stars qui ont été complètement adoubées après la Deuxième Guerre mondiale, comme Fernandel, il a tourné 4 ou 5 films avec la Continentale, et pas des chefs-d'œuvre, hein, clairement, c'est pas ses meilleurs films. Voilà, il a continué sa carrière comme si de rien n'était. Rémus, c'est un peu pareil. Bon, moi, je l'absous un peu volontairement, parce que je voulais pas écorner le mythe Rémus. L'image. Ouais. Et à la fois, de toute façon, quelque part, on n'était pas dans sa tête. Quelles ont été ses motivations réelles pour accepter de tourner ? On n'en sait rien, finalement. Moi, je vous dis, j'ai fait le choix de l'absoudre en disant qu'il est menacé par Greven, qu'il menace de retirer les inconnus dans la maison. Voilà. C'est moi qui ai choisi de le faire, justement, pour l'absoudre et pour dire que Greven, c'était aussi une manière de montrer le rôle de Greven qui faisait chanter pour faire travailler comme il voulait. Il savait encore une fois qu'il y avait des juifs qui étaient dans la mécanique du cinéma, et que les gens, pour la plupart, vous le disiez très bien tout à l'heure, pour la plupart, ils étaient là pour mener une vie la plus normale possible, dans un contexte où, encore une fois, nous-mêmes, on aurait été... voilà, toutes les familles sont éclatées, il y a les contrôles en permanence, les papiers, le marché noir. La peur, en fait. La peur, tout le monde avait peur. On se rend compte du poids de la peur, on le vit un peu... Encore aujourd'hui, on s'en rend compte très très bien. Voilà, la peur fait agir de manière imprévue, irrationnelle. Ouais. Donc on est dans ce contexte-là. Par contre, certains ont choisi aussi de collaborer très ouvertement. Soyons clairs, j'ai pas les noms, même si je les avais, je les donnerais peut-être pas. Là, c'était pas. De toute façon, j'imagine que c'était pas votre objectif de faire. C'est un état des lieux aussi. C'est un état des lieux. Et effectivement, le sujet central n'est pas forcément le cinéma français sous l'occupation, mais c'est présent parce que c'est un lien effectivement avec ce tournage. Mais oui, c'est un état des lieux, puis c'est surtout une quête. Il y a aussi cette histoire d'Alzheimer personnelle, de réconciliation entre. C'est aussi, c'est ce que je dis souvent, le vrai sujet de ce livre-là, de cette bande dessinée-là, d'un amour de guerre, c'est sur la transmission. Et l'identité. Et l'identité. Bon, eh bien écoutez, voilà, on va y revenir demain à cette quête d'identité et à ce contexte historique un petit peu beaucoup perturbé. Donc je rappelle le titre de cette bande dessinée, donc Un amour de guerre, édité chez Locus Solus, comme la première. Très belle bande dessinée, et là en co-auteur avec le dessinateur Léo. Léo, ouais, dont on pourra parler demain peut-être. Voilà, dont on va dire quelques mots demain. Eh bien, je vous dis à demain. À demain, merci. Olivier Kéraval et Léo, Un amour de guerre. Allô ? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je cherche Mathilde Garnier. C'est moi ? Qui la demande ? Anne Dumas, la fille d'Hélène et Lucien Dumas, ils habitaient cet immeuble pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, je me souviens. Que voulez-vous ? J'aurais quelques questions à vous poser sur mes parents, sans vous déranger. Ah, des questions. Quelles questions ? Sur la Continental Film, ma mère affirme avoir tourné un film et... montez, je vous ouvre. C'est au 3e à droite. Bonjour, Madame Garnier. Bonjour, ma petite. Entrez, je vous en prie.
Que deviennent vos parents après tout ce temps ? Papa est décédé il y a déjà plusieurs années et maman est en EHPAD, elle souffre d'Alzheimer. Comme c'est triste. Asseyez-vous, je peux vous proposer une tasse de thé si vous voulez. Je veux bien, merci. Alzheimer, Dieu m'en préserve, sentir sa mémoire s'effacer doit être horrible à vivre. Oui, c'est très dur pour elle comme pour moi, elle est de moins en moins consciente. Pourtant, parmi ses souvenirs a jailli la Continentale. Je l'aime très infusée, ça vous ira ? Oui, je l'aime comme ça, moi aussi. Vous ressemblez beaucoup à votre père. Vraiment ? Vous trouvez ? Pourtant, c'est impossible. Je ne comprends pas, vous êtes bien la fille d'Hélène et Lucien Dumas. D'Hélène, oui, mais a priori pas celle de Lucien. Maman m'a avoué que mon père est un autre homme rencontré sur un tournage en 1942. Ce n'est pas possible. Sa mémoire lui joue probablement un vilain tour. J'ai bien peur qu'elle dise la vérité. Il est probable que mon père soit sur cette photo. Baliermeister, Rému. Quelle histoire ce tournage. Je vais vous raconter ce que je sais. Un de ces hommes est-il mon père ? Ah, je ne sais pas. Je me souviens très bien du jour de l'arrivée de votre maman dans les bureaux de la Continentale. Oui, elle m'a raconté, vous avez été très dur avec elle. Vous vouliez la protéger ? C'est exact. Nos parents respectifs étaient amis de longue date. La laisser tomber dans les griffes des nazis était impensable. Malheureusement, j'ai échoué. Oui, pour bien comprendre, il faut vous imaginer ce qu'était la vie sous l'occupation. Pour la plupart, travailler avec les nazis n'était pas un choix, mais une obligation. Nous vivions constamment dans la peur. Je comprends. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, je retrouve avec plaisir notre invité à l'honneur, Olivier Kéraval, scénariste de bande dessinée, pour nous parler, donc aujourd'hui, comme hier, d'un amour de guerre édité chez Locus Solus. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. C'est vrai que, donc en début de semaine, vous aviez collaboré, je dirais. Vous étiez en duo avec Luc Monneret pour la Gégado. Là, vous êtes en duo avec Léo. Qui c'est qui choisit, qui fait les duos ? C'est l'éditeur ou c'est... Là, ça a été l'éditeur, ça a été Locus Solus. Je connaissais Léo au préalable parce qu'il venait de sortir moi, mon scénario était en cours d'écriture. J'avais pas trop d'idées sur le style. Je voulais juste qu'il y ait de la couleur, en sachant que Monneret est plutôt habitué à travailler en noir et blanc, donc je pensais que de la couleur c'était bien. J'imaginais de la couleur, voilà. Et donc, lors d'un salon, j'ai rencontré. Je passe voir Locus Solus et en discussion avec eux, ils me disent il y a Léo qui est là. Et Léo, comme par hasard ou pas d'ailleurs, venait de sortir une bande dessinée chez Locus Solus également, Chien bleu, chien gris, sur la Première Guerre mondiale. Voilà, une histoire familiale. Vachement très bien faite, intéressante, au scénario son papa et lui au dessin, et j'ai feuilleté son travail, j'ai trouvé ça bien, ça m'a plu tout de suite. Et puis c'est vrai que c'était plus simple qu'il soit déjà chez Locus pour les discussions, le contrat, voilà, et puis on a décidé très rapidement, on s'est mis en marche, quoi. Bon, le duo est réussi, hein. Le résultat, toujours. Le résultat, c'est gentil, le duo a fonctionné. Oui, c'est vrai, ouais. C'est mine de rien, c'est pas si évident que ça. Moi, j'ai eu des
des déconvenus avec des dessinateurs. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Faut avoir la même vision essayer, ouais. du travail, quoi, quand même. Ouais, en sachant que moi, je suis pas directif, je laisse des libertés, mais mon scénario est très écrit. Quand j'écris un scénario de 50 planches, en général, j'ai déjà 200... Vous avez une idée aussi j'ai déjà 200 pages écrites. Je découpe beaucoup, page par page, case par case. Donc il y a déjà une orientation, un guidage assez fort. Donc il faut aussi que le dessinateur accepte et trouve sa place dans le projet. Voilà. Parce que comme je me nourris beaucoup avant, j'ai un peu une vision globale et très détaillée d'un peu près tout. Donc moi-même, je peux être en rejet, ça m'est arrivé sur des propositions qui m'ont été faites et qui collaient pas à ma vision. Donc voilà, et là ça fonctionne plutôt bien. Ouais, il bosse bien, Léo, il a de la personnalité dans le crayon. Ouais, c'est bien. Donc, comme pour la première, il y a un cahier documentaire aussi. Inévitable. L'éditeur aime bien mettre un cahier documentaire. Et je dirais que ça vient aussi renforcer tout le travail qui a pu être fait. Enfin, l'initiation que vous avez pu donner avant par votre histoire, qu'elle soit fictive ou bien matinée de faits historiques réels. C'est vraiment un très très bon complément, je trouve. C'est vital même, je pense, pour avoir les éclairages nécessaires pour plonger encore plus dans la période et s'imprégner du contexte. Puis finalement, c'est puis d'aller plus loin si le lecteur le souhaite. Complètement, ouais, tout à fait. Ouais. Et là, notamment, il y a des photos des personnages. Alors, il y a Rému, mais il y a des petites mignonnettes de personnages. Et c'est vrai que quand on voit le dessin à côté, les personnages sont bien là, quoi. Ouais, c'est super. Mais jouer avec l'histoire comme ça, c'est... Moi, j'aime bien mélanger la petite et la grande histoire, avoir des inconnus comme vous et moi, ou des gens... des gens lambda qui ont vécu les faits, les faire croiser des personnages connus et montrer les personnages connus aussi dans un contexte d'histoire. Je m'amuse beaucoup, en fait, aussi. C'est très plaisant. Et voilà, toujours avec beaucoup de prudence, évidemment, mais j'aime bien, ouais. C'est un bon terrain de jeu, quoi. C'est un super terrain de jeu, ouais. Alors, donc là, beaucoup de personnages sont historiques. Un peu dans la Gigado, c'était pareil. Il y a beaucoup de personnages historiques. Est-ce que ces deux femmes que vous avez mises en scène au départ, donc dans cette quête d'identité, comme on disait, sont là purement fictives ? Ou inspirées peut-être de personnes qui ont pu exister, mais en théorie purement fictive. Très librement, ce sont des personnages de fiction. Ouais. Toute cette partie sur Alzheimer, évidemment, elle n'est pas sortie de nulle part. C'est une influence de mon propre vécu, de mon inconscient peut-être aussi. Mais non, théoriquement, ce sont des personnages fictionnels, pas du tout historiques. J'ai pas eu d'entretien avec une personne qui avait l'Alzheimer et qui m'aurait raconté cette histoire, pas du tout. Non, c'est un personnage créé pour mon récit. Ouais. Des situations historiques, puisqu'effectivement, ou sociétales, puisque la maladie d'Alzheimer, c'est vrai que c'est une maladie répandue, trop répandue, mais cette jeune femme qui découvre que son père a été allemand, on peut gratter un peu et on en trouvera pléthore. Pléthore, c'est ça, exactement. Il y a une volonté d'universalisme aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'on est en période, effectivement, des femmes qui ont couché avec des Allemands pendant la guerre, il y en a eu, elles n'étaient pas toutes condamnables comme on a pu... D'ailleurs, vous le dites, votre personnage le dit, tous les soldats allemands n'étaient pas des monstres. Complètement. C'est une phrase qu'on me ressort bien sûr. Souvent, qui ressort, qui est en exergue, effectivement, assez facilement. Le lecteur me dit, j'ai bien aimé, même des personnes qui ont vécu la période. Elle est forte, cette phrase, et vous avez raison, tous les Allemands n'étaient pas des monstres. Mais à l'époque, au sortir de la guerre, tous les Allemands étaient des monstres. Et puis qui dit soldat dit nazi, alors qu'en fait... surtout en 1945, au sortir de la guerre. Les Français ont tellement souffert, mais il faut comprendre aussi, tellement souffert les Boches. Moi, je l'ai entendu. Mes grands-parents étaient... arrière-grands-parents étaient agriculteurs, cultivateurs à Rennes, près de Rond-Point des Gailleuls. Enfin bref, je livre des secrets de famille, mais pas des secrets, mais des vérités de famille. J'ai toujours entendu ma grand-mère dire, j'ai eu les bottes des Boches sous mes fenêtres, les Boches, c'était les Boches. Et elle me disait, tu sais, la fac de droit, là, c'était le centre de détention des nazis à Rennes, c'est là qu'ils torturaient, on entendait les cris parfois.
Ouais. Donc, c'est aussi pour ça que je suis à vous le raconter. Personnellement, on est tous... voilà, et j'ai ça qui est remonté sur moi au travers de ce récit. Et moi, j'aime penser que quelque part, en abordant ces sujets qui sont certes un peu lointains, 19e, là, Deuxième Guerre mondiale, mais pas si lointains que ça. À la Deuxième Guerre, non, parce que c'est nos parents, nos grands-parents. Quoi, ouais. hein. Ouais, et puis en plongeant... C'est pas si vieux. Non, complètement. Et puis c'est en nous. On est en permanence... C'est dans notre inconscient familial, en fait. Exactement. On pourrait partir là-dessus, sur l'inconscient familial et autres. Mais effectivement, on est tous à la pyramide, en haut d'une pyramide d'ascendance et de... historique, collective. Est un maillon. On est non seulement un maillon, parce qu'on transmet derrière, mais on est aussi, nous, et derrière nous, il y a des gens qui ont vécu tout ça. Moi, héritiers, on est des héritiers d'histoire, quoi. Ouais, des passeurs en même temps, c'est pour ça que je parle de transmission, c'est ça. On est, comme vous le disiez très justement, on est des maillons d'une chaîne qui ne s'arrête a priori pas, la chaîne humaine, non mais c'est vrai. Et on est tous reliés les uns aux autres par des faits communs et historiques. Moi je suis absolument... et ça m'intéresse aussi de plonger dans ces faits historiques parce que je découvre en même temps des vérités qui sont bonnes pour moi, c'est-à-dire qui me parlent fortement, qui viennent de moi, mais pas que, qui viennent de mes ascendances, comme je disais au préalable. Et c'est par moments important aussi de se pencher sur ce passé et de savoir ce qu'il y a eu avant. Moi je trouve que je suis effaré et c'est très grave, je pense particulièrement à les derniers morts à Auschwitz, entre autres, et dans les camps nazis vont disparaître là. Il ne va plus rester que les témoignages d'auteurs, d'écrivains, d'historiens qui vont parler de ces périodes-là. On risque d'oublier, et le risque d'oublier, c'est de recommencer. J'y crois fortement à cette idée-là, moi, ça sous-tend un peu tout mon travail. Il faut savoir qu'à 300 mètres de chez nous... il y a eu tel fait, telle arrestation par exemple. Et moi je suis un peu dans cette optique-là, toujours de réveiller pour que les consciences soient toujours là. Il ne faut pas oublier parce que recommencer c'est simple. C'est très simple et retomber dans les travers. Et puis là, on a souvent une mémoire courte. Dès que les derniers témoins directs des événements s'en vont malheureusement, après il ne reste que des héritiers, des héritiers d'histoire et qui peuvent... après, ça peut être le téléphone arabe aussi, des choses qui sont un peu déformées. Ouais. Qui sont... Ouais. On a les historiens qui sont là pour être fidèles à une mémoire forte, réelle. Alors moi, je ne fais pas de parallèle dans la période actuelle avec les années 30, comme c'est beaucoup fait actuellement, mais il faut se méfier quand même, il faut être prudent. La haine, elle revient vite. Bertolt Brecht l'a très bien dit, le ventre de la bête est toujours fécond. Et oui, sur le nazisme, évidemment, aussi. Donc, et puis moi, alors je vais faire une petite parenthèse sur la Gégado, mais souvent on me demande la Gégado, alors elle est passée par où à Rennes? Elle s'est fait décapiter place du Champ de Mars, par exemple, l'esplanade Charles de Gaulle. Ah bon? Bah oui, c'est là qu'on décapitait les gens autrefois. Oh là là. Non mais c'est... Après, on va plus passer place du Champ de Mars de la même façon. Ah non, mais je peux vous en raconter plein comme ça. Dans n'importe quel immeuble, vieil immeuble de Rennes, il s'est passé des choses terribles. Bien sûr. La pierre, tout ce qui passe les siècles de toute façon, ou les années. Moi, je trouve ça fascinant. Moi, je trouve ça. Je sais pas. C'est une histoire, quoi. Ouais. On a l'impression d'être dans quelque chose d'hyper. Mais tout ça, il y a des. Je crois pas aux fantômes, pas dans le sens spectre, mais l'histoire. Il y a une histoire. Bien sûr. L'histoire et Marguerite Duras qui parlait de ça, qui le disait très bien, j'ai encore vu un truc là-dessus il y a 2 jours, elle dit mais voilà, c'est en ouvrant justement qu'on entend les choses et je crois que je fais un peu ça, c'est-à-dire que se plonger dans l'histoire c'est aussi ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux, lire les choses et éveiller sa conscience un peu et d'absorber, mais je crois qu'effectivement l'histoire elle est partout, elle est autour de nous et de temps en temps c'est pas mal d'aller chercher comme ça des sujets qui en plus renvoient à Alzheimer faut être moderne avec de l'ancien quelque part, c'est ça, il s'agit de réactiver des... et à la fois je crois que le présent n'est que le produit du passé, donc inévitablement oui. Donc forcément c'est important de temps en temps de faire des liens pour voir que voilà, aujourd'hui si on en est là, il s'est passé des choses avant et que le futur c'est aujourd'hui qu'on le fait. Donc qu'est-ce qu'on veut de notre futur? Tout à fait. Donc, tout à fait. D'une manière globale, ça renvoie d'Orange par exemple fait ce choix. Je crois qu'il faut penser qu'on a le choix d'agir autrement que ce qu'on fait et on peut parler du coup de l'environnement aujourd'hui, les choix qui sont faits aujourd'hui, vous le dites très bien, aujourd'hui on n'a plus le choix, il faut agir, on le sait.
Et pourtant, on continue dans nos travers. Pourquoi ? L'humanité, c'est un peu ça tout le temps. Elle continue malgré... Alors, c'est des systèmes qui sont très lourds, des mécaniques économiques avec des rouages. Mais en général, tant qu'il n'y a pas de grande claque... c'est ça. On a besoin des cataclysmes. Pour faire réagir. On a besoin des cataclysmes. Regardez l'Holocauste. C'est le paroxysme de la haine et de... Voilà, il a fallu toute la construction européenne derrière, ce qu'elle nous a apporté. Il ne faut pas l'oublier, l'Europe, parce qu'on dit ouais, l'Europe, ça ne marche pas. Mais si, ça a apaisé quand même. On a réussi à s'entendre. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres guerres jusqu'à maintenant. Exactement. Et il ne faut pas l'oublier non plus, ce qu'apporte l'Europe. Et moi, j'en suis convaincu. Alors, je ne suis pas politique, je ne fais pas de politique du tout, mais... Oui, il y a du bon aussi dans ces... On est toujours à dire l'Europe, non, mais non, regardez d'où on vient, pourquoi on a construit ça, la paix, quand on a trouvé la paix. Quand vous voyez certains pays, le Moyen-Orient, déchirés tous les jours, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre de paix. S'ils s'entendaient comme l'Europe, avec des mécaniques, des rouages qui, mine de rien... c'est important, faut pas oublier, quoi. Et alors, d'autant plus avec le support de la bande dessinée, je trouve que c'est vraiment permettre à un public encore plus jeune, enfin de toucher un public plus jeune que ne le ferait, voilà, comme je disais en début de semaine, une étude universitaire. Là, c'est vraiment grand public et ça permet d'aborder des thèmes et des sujets, d'ouvrir des portes, comme vous dites. Complètement. De faire tomber les préjugés, Moi, c'est pour ça que je fais de la bande dessinée. J'ai, a priori, alors vous avez trouvé ça bizarre, mais aucune appétence pour la bande dessinée. je suis un lecteur de BD, mais bon, comme ça, pas un féru, pas un passionné, pas un collectionneur, mais par contre, je trouve que c'est un média extraordinaire, comme vous le dites, pour transmettre des choses à toute génération, et facilement, on apprend en s'amusant, c'est ludique, effectivement. C'est pédagogique et ludique. Ouais, tout à fait. On aborde des sujets quand même assez lourds et graves. Je trouve qu'on peut transmettre à toute génération et aux jeunes, parce que j'invite complètement les jeunes à lire cette bande dessinée. Il y a matière. C'est un média qui est fantastique pour ça. Moi, je pense que les lecteurs s'y retrouvent aussi. C'est un secteur le secteur de la bande dessinée se porte bien. Plutôt bien, a priori. Oui, c'est vrai. Donc, complètement. Donc les lecteurs savent reconnaître aussi ce qui va leur apporter. C'est apprendre en s'amusant, c'est complètement ça. Quoi. Et là, sur des sujets sensibles, c'est vrai que découvrir, même aujourd'hui, où il y a encore 10 ans, découvrir par exemple que son père a pu être allemand, waouh, des fois c'est quelque chose qui vous tombe sur la tête et qui peut être très mal reçu, quoi. Complètement. Alors qu'on pourrait penser c'est des passionnés, ça fait 80 ans et pas du tout. Non, pas du tout. Mais moi, je l'ai constaté. Ce poids des histoires de famille, effectivement. Je l'ai constaté. J'ai avancé progressivement dans mon scénario sans avoir pleinement conscience de l'impact que ça pourrait avoir au niveau de Cornu, par exemple, où on a fait donc quand la bande dessinée a été terminée, dessin, tout ça, monté et sorti donc en octobre dernier, on a fait une inauguration, un lancement à la médiathèque toute neuve de Cornu. Donc monsieur le maire et pas tout le village est venu, mais il y avait énormément de monde. Et j'ai senti que j'avais pris quelques risques en maniant cette matière. C'est pas d'histoire de menace, mais j'ai senti qu'il y avait C'était sensible. Tout le monde était concerné. Tout le monde, jusqu'à imaginer qu'on voyait sa maison. Alors, il y a le côté un peu marrant de se voir sa maison dessinée, les décors, tout ça un peu réel, mais que tout le monde, tous les gens du village et tous les anciens, notamment, ce que je racontais tout à l'heure sur ce monsieur qui est venu voir, qu'on n'avait jamais parlé, qui avait un poids, quelque chose. Il y a des choses qui sont ressorties des greniers. Un exemple... Donc Juliette Soulabaille, alors tout passe par elle, parce qu'elle est vraiment la mémoire vive de Cornu. Moi, j'ai traité ce sujet-là, mais elle traite un peu toutes les périodes et accumule beaucoup d'informations sur sa commune. Et a été contactée par des gens et qui avaient retrouvé dans le grenier, comme par hasard, un drapeau faux sac de blé avec la croix nazie dessus, la croix gammée dessus. Voilà. Typiquement, c'est le genre de choses qu'ils n'auraient pas montré auparavant. Alors, ça ne veut pas dire que c'était à eux, mais c'était dans le grenier. Donc, c'était dans la famille. Peut-être ou pas. Peut-être qu'ils il y a eu un achat. Un achat, ils ont retrouvé ça. Donc, voilà, les faux sacs de blé. Donc, il faut savoir que le film s'appelle Battage des blés en Ukraine.
Il est visible sur le Facebook d'Un amour de guerre pour ceux qui veulent aller le voir. Alors, il est très décevant parce que c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que ça a lieu en Ukraine. Et Bah, c'était le but. c'était le but, c'était un film de propagande qui était tourné à Cornu et Pour filmé faire à croire Cornu. que c'était un et film diffusé tourné en Ukraine. En Ukraine, enfin diffusé dans les cinémas allemands, aux informations. Pour faire Je veux croire, dire qu'on voulait faire croire qu'il était tourné en Ukraine. exactement, quoi. que le grenier à blé conquis par la Russie, pardon, excusez-moi, lapsus, mais par les Allemands servait le Reich. Et la production du blé allait très bien, et il n'y aurait pas de famine. Enfin voilà, c'est pour aider l'effort de guerre, enfin, la mécanique de propagande. On est en bonne santé, le régime est en bonne santé, il n'est pas du tout sur la. Il n'est pas du tout en difficulté sur le front de l'Est. Alors qu'il se prend une dérouillée monumentale. Hein. Enfin, ils sont enlisés sur 4000 km de front, enfin, c'est 1 million d'hommes, enfin, c'est monstrueux, avec les grandes batailles qu'on connaît par la suite, quoi, comme Stalingrad, mais oui, ils ont ressorti ce sac et. Et Juliette, sous la baille, me montre le sac. Je dis, ah bah, effectivement, sac de blé avec la croix gammée dessus, il n'y a pas de doute. Quoi. Enfin, voilà, c'est... Et c'est ressorti à ce moment-là. Donc, imaginez, dans les familles, ça a dû discuter, ça a dû parler, ça a dû... S'interroger. Mais oui, mais bien sûr. Ah, un tel, d'accord. Ah oui, alors peut-être que lui... Oui, je pense qu'il y a des... Oui, il y a des secrets. Et puis, tout n'est pas dit, mais je pense que ça a nourri la mémoire, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que les bandes dessinées permettent telles que vous l'avez construit, ça permet vraiment de toucher plusieurs sujets, d'ouvrir des débats. Enfin, c'est assez riche. Hein. Le cinéma pendant la guerre, la propagande nazie, comment ça fonctionnait, la peur, Alzheimer. Le tout en 50 planches. Voilà. C'est un défi. Hein. La quête d'identité, comme on disait, hein, c'est... Le défi à relever, c'est de dire un maximum d'informations en étant très concis, puisque c'est une bande dessinée, quoi. C'est peut-être un défaut, hein, ça va demander à mon éditeur, j'arrive pas à faire simple. J'arrive pas à me limiter à un récit linéaire qui partirait d'un point A à un point B, il me faut une construction plus complexe, des histoires entremêlées, des destins croisés, j'ai besoin de... Mais c'est aussi ça la vie, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça, vous avez raison. C'est une tentative de reconstitution de vie avec sa complexité. Et ses rencontres et ses opportunités, et le tout dans un contexte historique donné. Mais les éditeurs, je me rappelle la première fois que j'ai pitché, justement, le mot pitch, qui est une connerie, enfin, qui est très Startup Nation, enfin bref. Première fois que je vois... Florent Patron de chez Locus Solus, il me dit bon alors tu me pitches ton histoire. Je dis, putain. Et là je lui dis c'est une personne qui est atteinte d'une vieille femme qui est atteinte d'Alzheimer. Il me dit mais ça fait pas 3 minutes ton pitch, ça fait 2 heures. Mais oui, c'est plus et complet. aujourd'hui il me dit mais t'avais raison pour entrer dans la mémoire, cette histoire d'Alzheimer, elle est merveilleuse, elle est forte, elle est intelligente. Voilà. Alzheimer, mémoire, c'est quand même deux mots qui sont... qui sont très liés. La mémoire qui s'efface, c'est Alzheimer, la maladie atroce qui... On connaît tous quelqu'un qui allait acheter son pain et qui ne revient pas parce qu'il ne sait plus où est sa maison. Quoi. Alzheimer, c'est ça, dans son stade... on a tous quelque part... c'est la maladie qui touche... On connaît quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer. Et c'est vrai que c'est horrible. Moi, je trouve ça atroce, la mémoire qui disparaît, qui s'estompe. Voilà. Surtout pour un passionné d'histoire. Je vais rien dire. Alors, je rappelle le titre de cette deuxième bande dessinée, donc Un amour de guerre, édité chez Locus Solus avec Léo en dessinateur. On se retrouve demain pour notre dernière journée. Ça marche. Et je vous dis à demain. Olivier Kéraval et Léo, Un amour de guerre. Je travaillais depuis 1 an à la Continentale. J'avais décroché ce poste de secrétaire grâce à mon bon niveau en allemand. Un avantage en 1942, mais un drame à la Libération. Le lendemain de sa visite, le docteur Greven, vrai patron de la Continental Film, rentrait de Berlin. Il était très énervé, je l'ai tout de suite senti à sa manière de me parler. « Bonjour Mathilde, prévenez Balliermeister de mon arrivée, je l'attends dans mon bureau. » « Bien, monsieur Greven. » Il pouvait se montrer très sympathique ou au contraire détestable. Je gardais mes distances, j'obéissais aveuglément. La peur était plus forte que tout, je l'admets volontiers. « Monsieur, le docteur Greven est arrivé, il a demandé à vous voir. »« Entrez, Balliermeister. »
Si Greven dirigeait d'une main ferme la Continental, il n'était rien sans Baliermeister. C'était à lui qu'incombait la gestion des productions, du montage financier au bon déroulement des tournages. Vous vous rendez compte, Baliermeister? Me demander ça à moi? Monter une production en si peu de temps? Mais c'est impossible, Goebbels n'a aucune idée de la complexité d'un tel projet. Greven finit par se calmer 1 heure plus tard. Baliermeister est sorti du bureau. Mathilde, venez ici et prenez votre machine avec vous. Que vous ont-ils demandé de taper? Prenez place et tapez ce qui suit. Un courrier adressé à toutes les préfectures de région. Il souhaitait répertorier tous les sites en France occupés susceptibles de ressembler à la Russie. Il cherchait un décor pour tourner un film de pure propagande. Peu de jours après, suite aux réponses, le lieu de tournage a été choisi. Selon eux, un seul convenait parfaitement, le village de Cornu au sud de Rennes en Bretagne. Le 15 mai, veille de l'avant-première du film avec Rému, Les Inconnus dans la maison, une réunion préparatoire a été organisée. Ce projet secret était devenu leur priorité. Messieurs, vous connaissez le site retenu, il possède une église d'architecture néo-byzantine. La campagne est très calme, loin de tout, la population sera facile à manipuler. Vous paraît-il réaliste de confiner le village le temps du tournage du 7 au 10 mai prochain? La population doit absolument penser que nous tournons un film de cinéma, c'est essentiel. La photo trouvée chez vos parents a été prise là-bas. 2 officiers en poste à Rennes étaient présents, Johann Tarbuck, le commandant de la Feldkommandantur 748, et le colonel SS Hartmut Pulmer, chef du SD. Le colonel Pulmer et moi-même pouvons vous assurer d'une parfaite tranquillité. Nous placerons le village de Cornu dans un isolement complet. Le colonel Pulmer avait un regard haineux. Herr Greven, Herr Baliermeister, le commandant Tarbuck dit vrai. Rien n'entrera ou ne sortira de là sans autorisation. Chaque accès sera contrôlé nuit et jour. Vous disposerez de 100 soldats de la caserne du Colombier à Rennes, mobilisés spécialement pour l'opération. Ils seront sous votre autorité. L'état-major a donné ses ordres. Et comment museler les habitants? La peur des représailles, ça suffira. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc, bienvenue sur Fréquence 8, donc pour notre dernière journée de la semaine déjà, avec Olivier Kéraval, scénariste de bande dessinée, qui est venu nous présenter ses dernières bandes dessinées, son activité à venir pour aujourd'hui et son autre casquette de producteur. Bonjour Olivier. Bonjour Nathalie. Donc, après avoir parlé du 19e avec la Gégado, on est passé à la Deuxième Guerre avec Un amour de guerre. Est-ce qu'il est possible de déflorer l'activité à venir? Oui, Quel saut dans le temps on va faire? Alors, écoutez, on va faire mieux que ça, on va faire une transition entre le 19e et le 20e. Parce que là, je me suis mis à charge et comme envie de m'intéresser à un personnage qui est né à Rennes. Alors, une fois n'est pas coutume, Gégado est morte à Rennes et lui, il est né à Rennes. Et le lien est aussi autour de la peine de mort, parce qu'il était exécuteur en chef des peines. Des peines et des hautes œuvres de la République, puisqu'il était bourreau. Un Samson, quoi. Un Samson, façon plus contemporaine et plus récente, Anatole Debler, bourreau, et qui a le triste record d'avoir décapité 396 personnes, joli record, et qui a exercé jusqu'en 1939. Et ce personnage est né à Rennes, fin 19e.
Et je l'adapte en pas toute sa vie, mais un fait un peu particulier. Alors là, je me permettrai de pas dévoiler ce fait particulier. Mais là, vous reviendrez pour nous quand ça sortira. Avec grand plaisir. Et donc voilà, je suis parti sur cette histoire-là. Et alors, il est né à Rennes. C'est encore un lien local, mais qui ouvre sur une chose universelle. Alors on est sur la peine de mort, tout ça aussi. Et puis sur un contexte historique aussi. Voilà, tout à fait différent. C'est un peu toujours ma manière de travailler, d'entrer dans le récit par un personnage ou un fait marquant, et j'élargis derrière. J'étaye et puis je développe. Je pars du local pour faire j'essaye la grande histoire. La grande histoire, exactement. Et voilà, donc je suis parti là-dessus. Ouais. Donc là, vous reviendrez à Rennes, quoi. Non, je reviendrai à Rennes juste pour sa naissance. Il est né à Rennes, c'est le seul lien que j'ai dans le récit avec Rennes, parce qu'autrement il est parti à Paris très jeune. Il a fait toute sa carrière, il a récupéré la charge, parce que c'était des charges à l'époque, la charge de son père, Louis Debler, et il a pris sa place en fait. Mais c'est un personnage qui comme la Gégado, est absolument fascinant, qui a refusé au départ son destin, qui voulait absolument pas être comme sa dynastie, parce que c'est vraiment dynastique comme histoire. Qui voulait pas du tout être exécuteur, il rêvait d'autre chose, il rêvait de voyage, il rêvait de liberté, d'échapper à sa condition, qui était un peu fou, probablement un peu schizophrène, Monsieur Anatole et Dr Debler. Imaginez vivre un quotidien normal quand vous êtes exécuteur, bourreau, avoir une famille, les gens se détourner de lui. Voilà. Quand on rentre de son travail le soir et qu'on veut parler de sa journée... On se lave les mains. Donc voilà, et on pourra en parler après, parce que j'ai une autre casquette, vous le disiez, de producteur. J'ai produit un podcast sur lui aussi qui s'appelle Monsieur de Paris, sur une exécution qu'il a conduite à Rennes en 1922 devant la prison Jacques Cartier, que j'ai mise en histoire sonore. Donc j'ai scénarisé, que j'ai produit aussi, enfin bref, et à écouter pour connaître un peu le personnage. Mais voilà, donc ça part de Rennes. Mais... Devant la prison Jacques Cartier, donc on ne décapitait plus sur la place du Général de Gaulle. Non. À l'époque, on ne décapitait plus sur la place Général de Gaulle. C'était fini. Non. Je ne sais pas jusqu'à quand, d'ailleurs, ça a duré. Mais c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'il s'en est fallu de peu. J'ai failli faire le lien historique entre celui qui a décapité la Gégado et ce bourreau, Anatole Debler. Et en fait, un an près, son père aurait pu être celui qui a décapité Liane Gégado. Mais c'est pas lui. Donc, c'est pas quelqu'un de la famille non plus. Non, parce qu'à l'époque, il y avait des exécuteurs régionaux et pas nationaux. Et il n'était pas encore en poste à Rennes quand Hélène Gégado, le père d'Anatole Debler, n'était pas encore en poste. J'ai vérifié historiquement, ça colle pas. Sinon, je me serais amusé comme ça à faire des rebonds historiques entre les personnages et les destinées. Et faire des petites références entre bandes dessinées. Bah oui. C'est un jeu. Ça peut être un jeu d'utiliser comme ça des... Bah, disons que ça crée aussi une cohérence, du lien dans ce que vous aussi dans l'idée que vous vous faites de votre métier aussi d'auteur. Tout à fait. Enfin, des fois, il y a un fil rouge quand même. Complètement. Mais, même si chez vous c'est l'histoire. Ouais, mais moi j'ai toujours lu, je le sais de façon très consciente, qu'un auteur développe dans sa vie 3-4 thèmes qui lui sont propres et qui lui sont forts. Il est toujours peu ou prou sur le même terrain d'exploration et remue un peu tout. Alors, et c'est un peu la même chose sur la création des personnages. On est toujours un peu dans les mêmes remous et dans les mêmes tendances. Donc, mais oui, effectivement, il y a des auteurs qui font ça. James Ellroy le fait très bien, des rebonds avec des personnages. Ce qu'on appelle les préquels au cinéma, c'est juste utiliser des ressorts narratifs avec des personnages qui sont déjà présents dans l'ombre, mais qui d'un seul coup apparaissent. Ce qui est le cas dans la Gégado, où d'un seul coup, d'Orange au départ. Oui, qui était un peu en personnage secondaire, et se retrouve exposé dans la deuxième partie de se découvre des vertus narratives, d'histoire, et c'est génial. Enfin, c'est jouer aussi avec les ressorts narratifs. Il faut de toute façon être malin et puis s'amuser. Et s'amuser, exactement. C'est important. C'est important. Donc, en fait, c'est aussi pour vous amuser que vous êtes également producteur. Ouais, non, pas que ça, parce que pour aller plus loin dans l'exploitation. Pour aller plus loin, et je crois beaucoup aux médias audio. C'est un sens qui est sous-évalué, je trouve.
Alors qu'en termes de... Pour la narration, pour les sensations, j'invite les auditeurs à aller écouter Anatole Debler, la reconstitution historique d'une exécution d'une peine capitale comme ça. Je trouve que ça fonctionne très bien. Et je trouve que c'est plus fort en termes d'image que se fait l'auditeur, c'est plus fort que là, on a deux sens de que le toucher. cinéma. Voilà. On a deux sens de toucher, donc c'est vrai que la lecture, on est dans la vision. C'est vrai que dans le sonore, on y ajoute aussi l'auditif. Complètement. Et c'est un sens qui m'intéresse beaucoup. Moi, je suis un grand consommateur de musique depuis toujours. J'ai connu le monde de l'édition ayant été éditeur moi-même, à la fois d'abord dans le papier, dans le livre physique, puis dans le numérique, où j'ai été 5 ans directeur éditorial dans une maison d'édition où je faisais que du numérique. J'ai découvert aussi le monde du numérique dans son pouvoir de diffusion, qui est très large, très ouvert, sans avoir les contraintes physiques matérielles du livre, qui est très complexe à gérer en termes de volume et de retour. C'est un métier qui est très, très complexe, l'édition physique. Donc j'ai découvert les vertus du numérique. J'ai refait après un master pour comprendre un peu le numérique et découvrir les rouages, comment ça fonctionnait. Et puis c'est peut-être l'avenir. C'est probablement l'avenir. Et du livre. Du livre. C'est un des avenirs. Moi, je crois beaucoup au livre physique, mais je crois beaucoup aussi au livre numérique. Et c'est une complémentarité. Moi, je pense vraiment que quelle que soit la forme, pourvu que ce soit lu, quoi. C'est ça. Oui, puis il faut s'adapter aussi aux nouveaux lecteurs. Complètement. Qui évoluent dans un autre contexte numérique. L'ordinateur, c'est... Bah oui, c'est l'outil actuel et de plus en plus, c'est numérique, effectivement, de plus en plus. Les générations d'aujourd'hui, elles vivent avec à se demander si elles n'arrivent pas avec un ordinateur dans les mains ou la tablette dans les mains. C'est ça, c'est ces générations YZ là, qui sont des natifs, qui ont le numérique dans le sang. Quand nous, on a appris, alors on va pas dire notre âge, mais on est un peu plus mûr, un peu plus mature. Mais oui, alors j'ai voulu, et puis j'ai étudié le podcast pendant mon master, en fait. Donc j'ai plongé là-dedans, les marches, comment ça fonctionne techniquement, tout. J'ai tout étudié et en faisant mon master, j'ai eu envie moi j'aime bien concrétiser les choses, donc j'ai créé cette Gollywog Prod, qui est une société de production, à la fois de podcasts, mais pas que. Je fais aussi de l'audio guide, je produis tous les contenus sonores. Il y a toujours un fil rouge historique, j'aime ça. J'ai produit par exemple, ma première grosse production, ça a été à l'hiver dernier, les 300 ans, j'ai créé une reconstitution historique en 6 épisodes même, à 52 minutes en tout, de l'incendie de Rennes en 1720. Voilà, toujours en... Alors j'ai écrit le scénario, j'allais dire bien évidemment, mais j'ai pas pour vertu à ne produire que ce que j'écris, mais c'était une bonne manière de me lancer. Ouais, c'était assez évident et logique pour se lancer, et donc donc j'ai reconstitué l'incendie de Rennes avec des personnages qui vivent une aventure dans Rennes, alors que l'incendie commence avec un gros travail documentaire aussi au départ, et donc et je trouve que c'est avec du sound design, avec de l'ambiance, c'est en termes de reconstitution, il faut aller écouter, je trouve que ça fonctionne super bien. Alors c'est fait. Ça permet aussi, comme on disait déjà, la bande dessinée, ça permet de toucher un public qui n'irait pas lire une étude universitaire, de même que le podcast ou le numérique permettent de toucher un public qui peut-être ne lit beaucoup moins, quoi. Complètement. C'est une transmission d'une autre manière, c'est juste un autre support en fait. Ouais. Mais et puis les Français s'intéressent beaucoup à l'histoire, à leur histoire. J'en fais partie. Et c'est vrai que puis l'incendie de Rennes 1720, c'est un sujet qui est... Rennes a été brûlé aux 3/4, tout le centre-ville, puis on voit bien maintenant... Ça a duré une semaine, quoi, enfin. Ça a été très long, ça a été très dur, très long, à Noël 1720, dans un contexte particulier, voilà. Donc c'est aussi l'histoire de la ville, c'est toutes les croyances, les miracles possibles, voilà. Et puis la physionomie aussi de la ville ensuite, puisque c'est vrai qu'une ville qui est détruite aux 3/4, forcément est reconstruite...
avec l'époque. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis même du coup avec une vision, parce que ça a été du coup un chantier innovant sur les largeurs. C'est pour ça qu'on a des grandes rues larges à Rennes. Voilà. Ça évite la propagation du feu, quoi. Tout à fait. Et la circulation, et même la pestilence, enfin tout. Parce que Rennes, est, juste avant l'incendie, est considérée comme une ville avec des rues très étroites. On dit que les fêtages se touchent quasiment en haut, où il y a peu de lumière, ça respire peu. Et puis la transmission de l'incendie s'est faite du coup assez facilement. Enfin, il y a toute une réflexion urbanistique, d'urbanisme qui est menée à l'époque et qui est plutôt bien conduite. Voilà. Donc effectivement, l'incendie donne l'image, enfin la ville qu'on a aujourd'hui. Entre autres, parce que là aussi, elle est encore en pleine évolution aujourd'hui, mais voilà, donc puis c'est une production avec des comédiens, un texte, donc du studio, comédien, casting, c'est passionnant. Il y a un côté, on se rapproche, c'est pas du cinéma, je veux pas faire du cinéma, l'image impose un pré-mâché. J'aime beaucoup le cinéma, hein, il n'y a pas de problème, j'ai aucun souci avec le cinéma. Moi, je trouve qu'on est plus proche du théâtre, peut-être, dans l'audio, dans le sonore. D'ailleurs, les comédiens que j'ai retenus pour tenir les rôles sont que des comédiens de théâtre. Qui viennent du théâtre. Mais oui, il faut de la voix à l'italienne, il faut être capable de... Il faut de la voix, voilà, et donc ça s'est fait comme ça. Hein. Je dis pas que ce sera toujours comme ça, mais... Donc voilà, j'ai aussi cette casquette, effectivement, de production d'histoire sonore. Qui est un petit peu un prolongement ou une manière de diversifier ce que vous faites depuis le début. Oui. Oui. En fait, vous vous adaptez à l'évolution du temps, aux nouvelles générations. Ouais, je crois, parce qu'il y a ouais, effectivement, c'est ce que j'ai constaté dans mon master, c'est qu'il y a une appétence pour l'audio chez les jeunes, je crois. Et on parlait du numérique, et voilà, qui permet. Puis ça permet de diffuser tellement loin, en francophonie, évidemment, parce qu'il n'y a qu'une version, c'est en français, mais ouais, j'aime bien le côté sans frontières, moi, du numérique. Bon, même s'il y a des lois de marché, donc on ne peut pas être diffusé partout pour X raisons, tout ça, il y a des accords et tout ça, mais ouais, j'aime bien ce côté très diffus et une culture ouverte un peu, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme la radio que vous connaissez bien, qui est sans frontières. C'est pas vous que je vais convaincre d'ailleurs. Si. Non, mais c'est important, je pense, d'ouvrir, quoi. Complètement. Mais c'est dans tous les sens du terme et dans toutes les dimensions. Ouais. Et en fait, il faut vendre le produit pour avoir un modèle économique, pour pouvoir en vivre. C'est vital, nécessaire pour tout le monde. Alors je sais qu'en France, on pourrait parler de ce sujet-là, la culture est aussi subventionnée, tout ça, c'est pas le cas ailleurs, mais voilà. Moi, c'est pas mon modèle économique, je veux produire pour des gens qui veulent mettre en avant un lieu, un événement, une histoire, quelque chose. Mais j'aime bien qu'à un moment donné, effectivement, on puisse se dire, ok, il y a un modèle économique, mais il est quand même assez vertueux parce qu'il permet une diffusion d'idées, voilà, des choses, la culture. Sinon, voilà, on est d'accord, on se bat pour ça. Donc, la culture, notre histoire, ce qui fait le lien social, ce qui fait, ce qui nous rassemble en fait. Ouais, essayer de défendre un peu ces vertus. Et puis, encore une fois, si vous écoutez... Et je fais une parenthèse, ça a été écouté par des universitaires qui m'ont dit... Alors déjà, ils m'ont dit, voilà, vous avez fait un conte, c'est un conte un peu... Voilà, espèce de Monsieur Grinch ou je sais pas quoi. Il faut l'écouter pour comprendre pourquoi je dis ça. Et parce que j'ai un négociant en vin qui vit des péripéties. Enfin, il pense aussi à sa cassette. C'est très tourné théâtre, Molière, tout ça. J'ai traité ça façon théâtre. Hein. Mais oui, c'est toujours ça, c'est de transmettre des choses tout en s'amusant et en distrayant. Voilà, toujours Et la petite histoire permet souvent d'ouvrir la porte à la grande, quoi. Ah, ben complètement. Donc c'est important. On n'a pas l'impression aujourd'hui de vivre la grande histoire, pourtant elle est là. Ce qu'on a vécu là, la pandémie, Badolin Lieu a des fictions dans quelques années. Et puis ça sera dans les livres d'histoire. Ah bah ça c'est sûr, hein, on va pas y couper. On sera dans les livres d'histoire. Ah bah clairement, ouais. Bon, eh bien écoutez, je pense que... Alors, rappelez-nous quand même le nom de votre société de production. Alors, c'est un peu compliqué. Gollywog Prod, ne me demandez pas d'où ça vient. Mais... Donc, je le mettrai sur la page, Facebook en fait, de l'émission. Gollywog, je le dis juste comme ça pour préciser, Gollywog, c'est la tête dans Orange Mécanique. D'accord. Ouais, voilà. Belle référence. Bon, je remettrai les références de toute façon dans la page Facebook de l'émission.
Merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Je pense que de toute façon, nous nous reverrons pour les prochaines. Ouais, parce que j'ai parlé que d'un projet en BD, alors j'ai 4 scénarios en développement, donc j'en ai sous la pédale. Donc il y a de quoi faire pour revenir nous présenter votre travail. Merci beaucoup et à très bientôt. Avec grand plaisir. Olivier Kéraval et Luc Monneret, la Gégado, tueuse à l'arsenic. Bonjour, je me présente, Edgar Montinet, journaliste au Conciliateur. Que voulez-vous ? Je vous reconnais. Vous êtes l'homme de main de Magloire d'Orange. Son secrétaire, voulez-vous ? Si vous préférez. Républicain, n'est-ce pas ? Un simple secrétaire dévoué à son employeur. Maître d'Orange est connu pour ses amitiés républicaines. Il s'en est fallu de peu que le bâtonnier ne le condamne au silence définitivement. Dans quel camp êtes-vous, monsieur Montinet ? Vos bavardages sont inutiles. Je suis du côté de la vérité. Nous sommes là pour informer le peuple. Informer ou distraire ? Un peu de respect, monsieur. Mon nom ne vous dira rien. Au lieu de jouer les curieux, dénoncez plutôt cette scène ignoble et inhumaine. Je n'en vois aucune, juste l'exécution d'une criminelle. Vous faites semblant de ne pas comprendre ? Je préserve ma liberté et celle de mon journal. Vous agissez en pantin. Vous passez l'essentiel sous silence. Quel est-il, selon vous ? Cette condamnation est à l'image du traitement réservé à la République et à ses serviteurs. Vous cherchez à instrumentaliser ce procès. Des citoyens assassinés, d'autres emprisonnés ou en fuite. Est-ce là un sujet futile à vos yeux ? Les gens du peuple n'en ont que faire. Cela ne concerne que des nantis parisiens privés de leur tribune. Je suis un homme du peuple, monsieur Montinet. Du peuple d'en haut, peut-être. Vous défendez une république qui a tiré sur le vrai peuple en juin 1848. Vous oubliez que le sang a coulé. J'étais sur les barricades quand le député Baudin est mort. Son assassinat ne restera pas impuni. Dois-je comprendre que la lutte continue ? Regardez autour de vous. Qui les informera si ce n'est vous ? On a renversé une république qui a aboli la peine de mort et rétabli la liberté de la presse. Réfléchissez-y. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mère, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.